Aujourd'hui, on a un bon gros, programme. On va évidemment parler beaucoup de transport, bien sûr, puisque je vous rappelle que c'est en ce moment le salon, de l'auto et pas que à Munich, un truc un peu gigantesque qui se passe, beaucoup de prototypes, beaucoup de concept cars. Eric qui est là-bas sur place, Aurélien qui est ici à la rédac et qui, récupère un peu toutes les infos, les photos de Eric. Bref, on voit beaucoup, beaucoup de choses, donc on va parler quand même, pas mal, encore une fois, de transport durant, ces prochaines quotidiennes, cette prochaine semaine. On parlera un tout petit peu de smartphone avant que la saison ne démarre vraiment avec le lancement de l'iPhone. On parlera de tests télé, on parlera de nouveautés en objets connectés, notamment tous les éclairages de Philips. On parlera aussi évidemment de nos amis les GAFAM. Dans quelle polémique se sont mises les GAFAM aujourd'hui? Vous allez voir une belle, puisque ça va toucher notamment le contrôle et la surveillance des migrants aux États-Unis. Attention. On parlera aussi d'intelligence artificielle. Est-ce qu'une intelligence artificielle a le droit de breveter ses inventions? Ah, question épineuse, en tout cas à laquelle la justice américaine a pour l'instant répondu. On parlera de crypto-monnaie aussi, puisque je vous rappelle, le Salvador aujourd'hui officialise l'entrée et l'adoption du Bitcoin comme deuxième monnaie officielle. On parlera beaucoup de médias et la guerre des télécommandes, littéralement de vos télécommandes de télévision, et comment les chaînes sont en train de perdre la guerre de la télécommande. On parlera beaucoup aussi d'espace avec des vaisseaux chinois qui feraient plusieurs kilomètres de large. C'est le projet qui est en ce moment poussé du côté de la Chine. Et enfin, on parlera de futur avec la vie éternelle. Voilà, tranquillement, au calme, on parlera de la vie éternelle. Bref, voilà une petite partie de tout le programme d'aujourd'hui. Et je vous promets qu'aujourd'hui, et je le promets aussi à Karl et à Diana qui sont en régie, je vous le promets solennellement, moi président, cette quotidienne ira au bout avec toutes ces news. Du coup, on commence tout de suite, bien sûr, avec le salon de l'auto. Donc, je vous rappelle, à Munich, il se passe beaucoup de choses. Allez voir les différents articles d'Aurélien qui travaille en tandem, évidemment, avec Eric. Il se passe beaucoup de choses. Alors, le salon de l'auto, en fait, c'est plutôt le IAA Mobility, parce que vous allez voir, on va aussi parler de deux roues et d'autres choses que, évidemment, que des voitures. Mais quand même, on essaye depuis là-bas. Vous voyez, Eric est sur place et il nous envoie un maximum de photos, en tout cas. Combien de temps va durer ce live, dit Hugo 45? Il va durer environ 1 heure, entre 1h30 et 1h45. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonjour tout le monde, en tout cas. Asseyez-vous, prenez un petit café. On va vous rappeler du QQ de cette voiture, la ID.5 GTX, hein, je vous rappelle qu'elle est toujours dans sa livrée officiellement de camouflage et non officielle. Officieusement, on dirait qu'elle porte une robe désiguale, hein, mais on a pu la voir en vrai. Et Eric nous a confirmé qu'elle arrache bien les yeux en vrai autant que sur les photos. Voilà, c'est quand même, c'est quand même un sacré truc. On attend de voir évidemment la ligne définitive de cette voiture, mais en attendant, on va dire que les peintres se sont un petit peu amusés là-dessus. La Dacia Jogger qu'on vous avait montré, du coup, c'est la fameuse voiture, le SUV 7 places de chez Dacia, vendue à un tarif plancher de 15 000 euros. On vous montre, j'y vais vite, hein, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses. Vous voyez, il y a plein de trucs, on n'a même pas eu le temps de tout voir. Donc là, la Mégane Tech qu'on vous a montré, la Microlino. Non mais regardez-moi cette voiture. Regardez-moi comme elle est mignonne cette voiture. Ça, c'est vraiment la redéfinition vraiment d'un pot de yaourt, quoi. Je sais pas si. J'ai l'impression que par contre, si tu prends un virage à plus de 20 km/h, elle se retourne la voiture. Mais bon, après, ça c'est juste. Qu'est-ce qu'elle est mignonne! Avec, si je ne m'abuse, la fameuse porte à l'avant. Parce qu'il n'y a pas de porte sur les côtés, quoi. Donc, donc elle est beaucoup trop choupie. Bref, je vous passe ça de trade parce que vous voyez, il y a beaucoup de voitures qui sont montrées par Eric. Allez-y, vraiment, ça en vaut la peine. Celle-là, je vais vous la montrer plus en détail dans quelques instants. C'est la Maybach Mercedes. Mais voilà, on aura le temps d'en parler là-dessus. Et aussi la Renault 5 qui est très très attendue. On va terminer sur celle-là parce que je la trouve très jolie. Je vous rappelle que c'est toujours le concept car, mais que Renault va ressusciter sa R5 légendaire. Et j'espère qu'elle ressemblera le plus possible à ça. Salut l'âme, ma maman te kiffe, dit Pololo le polo. Polo? Non. Popol? Polol? Polol le polo. Oh, bon. Bonjour madame. Allez, on revient aux voitures du coup et on s'arrête sur cette Renault 5. On vous fera un focus sur la R5 parce qu'elle est vraiment extrêmement attendue dans ce segment des voitures électriques compactes. Mais en attendant, avant de vous parler de la R5, de cette petite voiture qui j'espère ne coûtera pas trop cher et sera plutôt
accessible. Allons voir du côté de Mercedes. Hier, j'avais pas pu vous montrer de bonnes photos et de bons médias sur la IQE. Je vous avais parlé de la IQS, donc c'est la classe S électrique. Et puis il y avait aussi la IQB, IQG et IQE. Et du coup, bah, on a pu s'intéresser, Aurélien a pu faire un article sur la IQE pour mieux la comprendre et mieux la voir. Donc c'est une voiture qui va venir s'attaquer à la Tesla Model S, donc ce sont des grosses berlines, des bonnes grosses berlines, et on promet 660 km d'autonomie sur certains modèles de la IQE, ce qui irait au-delà des 652 km d'autonomie annoncés par Tesla sur la Model S Range Plus. Donc encore une fois, attention, ce sont des données constructeurs. Il faudrait voir des protocoles de test unifiés. Évidemment, je me suis proposé pour me sacrifier et partir en week-end avec une IQE ou une Model S et voir si elles ont bien l'autonomie promise par le constructeur. J'attends de voir s'ils me répondent, mais hâte de voir. Donc là, on voit un petit peu mieux la IQE qui vraiment, c'est une IQS en un peu plus petit. Hein. C'est quand même une voiture qui fait 5 mètres de long, hein. Donc c'est quand même une grosse berline, des lignes très fluides. Ce que je ne savais pas, c'est que la IQS, elle est détentrice du record du meilleur coefficient de traînée pour une voiture de série, avec un coefficient de résistance au vent, un CX de 0,20. Donc je sais pas, on a beaucoup discuté hier à la rédac de la ligne actuelle des grosses Mercedes, avec des gens qui disent j'aime bien pour une grosse voiture et des gens qui disent je trouve que ça fait pas très Mercedes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'intérieur, bon, une note sur 20 pour une note sur 5 pardon, une note sur 5 étoiles pour l'intérieur. J'ai toujours beaucoup de mal avec cet intérieur, on dirait vraiment on dirait une ville aquatique futuriste, on dirait vraiment l'Atlantide du futur le truc, c'est vraiment ah bah ça commence avec un 0 sur 5, un 4 sur 5, un 1 sur 5, un 5 sur 5 et un 4,5 sur 5. Vous n'êtes pas d'accord du tout et c'est peut-être du coup une réussite pour Mercedes si les gens ne sont pas d'accord. Alors j'aime bien l'énorme écran devant. Ça, c'est très cool. Enfin, il y a 3 écrans, si je ne m'abuse, hein, passager, central, conducteur, conductrice. Je suis toujours pas fan des ventilos très voyants, mais vraiment cet éclairage bleu, il y a un côté, ouais, il y a un côté piscine municipale de riche, en fait, avec ce côté éclairage bleu et cuir qui me... Déjà, j'ai envie de faire pipi. Déjà, voilà, je me sens pas bien. Bon, bref. En tout cas, comment dire, même dimension que la classe E, une habilité passager améliorée, mais un coffre réduit à juste 430 litres là-dessus. Et évidemment, c'est sur l'autonomie que ça va venir se bastonner, puisque la modèle S grande autonomie annonce jusqu'à 652 km, et celle-ci annonce entre 545 et 660 km. Donc on va voir ce que ça donnera là-dessus. Bon. On verra, sachant que la Tesla grande autonomie, là, elle est quand même à 100 000 euros. Donc j'imagine bien que cette Mercedes ne coûtera pas beaucoup moins dans sa version grande autonomie. Je vous rappelle que la IQS commence à 106 000 euros. Commence. Si pour vous 106 000 euros c'était pas assez, rappelez-vous que chez Mercedes, il y a la gamme au-dessus de la classe E et au-dessus de la classe S, c'est littéralement une autre marque, c'est la gamme et c'est la marque Maybach. Donc Maybach, c'est vraiment quand vous avez beaucoup d'argent ou que vous voulez tourner un clip de rap ou de R&B, que vous la louez pour la journée, mais ce sont des voitures qui coûtent vraiment très cher. Et donc Maybach a profité évidemment du salon de Munich, hein, et c'est un peu leur terre, pour montrer leur nouveau concept car, et je le trouve très laid. Très laid. Donc c'est la IQS, donc encore une fois la plateforme IQS classe S électrique, version SUV de grand luxe. Hein, on parle de voitures à plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein, ce sont vraiment des suites d'hôtels sur roues. Alors l'avant est un peu fou, mais alors la ligne de la voiture, je sais pas. Alors déjà bon, là c'est plus une calandre, c'est un portail d'immeuble le truc là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'ai l'impression qu'on peut appuyer sur un bouton pour ouvrir la calandre et pour pouvoir rentrer dans sa résidence. Bon, l'intérieur, pas mal. Encore une fois, pour cette voiture, c'est pas mal. Toujours pareil, les néons bleus. Bon, je sais pas, les néons bleus, on dirait une skin d'arme Valorant. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez ce mélange de cuir, de néons bleus, de trucs. Le petit bouquet de fleurs, le truc de champagne, pas mal. Bon, c'est un concept car, donc c'est un peu excessif, hein, mais c'est plutôt joli. Mais franchement, regardez-moi de l'extérieur. Franchement, je sais pas. Ce côté tricolore, donc rouge, noir, chrome, c'est une caisse de corpo dans Cyberpunk 2077, nous dit Skyvie. Complètement.
Euh, Je sais pas. Je ne sais pas. Tiens, on va voir un peu. Je ne suis vraiment pas convaincu par ce concept car, voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, hein, les SUV sont très 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 à la mode. Et du coup, eh bien, écoutez, même les ultra riches, ils ont besoin de se sentir proches du peuple et de aussi de acheter des petits SUV, quoi. Voilà. C'est le wagon première classe dans Snowpiercer dit Cruiser. T'as complètement raison, Cruiser. C'est exactement ça. C'est pas des gens qui vont manger des insectes, ça c'est sûr. Bon, alors, je veux bien voir une falaise qui s'écroule, mais si on pouvait voir la voiture, ça m'arrangerait. Ah ben, on va la voir. Ah, voilà. Bien sûr. Extraite d'une falaise de granit. On sent que vous n'avez pas grand-chose à montrer, hein. Ah, bien sûr. Une grille inspirée des troncs d'arbres. Oui, bah, vu la taille de la grille, je comprends. Je sais pas. Non. Non. Le petit... le petit... non. C'est très kitsch hein, comme vidéo, c'est moi. C'est très très kitsch. Hein. Bon. Voilà en tout cas la Maybach EQS, le concept car de SUV de Maybach. Bon, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon. Bref, on va rester chez Mercedes maintenant et on va... la Maybach qui dit Winterful, exactement. C'est la Maybach. On va rester maintenant, du coup, dans le groupe Mercedes, mais pas que Mercedes, et on va passer chez Smart. Je vous rappelle que Smart, du coup, c'est tout l'inverse de Maybach. C'était une sous-marque de Mercedes destinée à faire des voitures très compactes pour les villes. À l'époque, ils ont été beaucoup moqués. Smart a mis beaucoup de temps à s'imposer dans les villes, mais je trouve qu'ils avaient compris quelque chose un peu avant tout le monde. C'est qu'on n'avait pas besoin d'avoir une voiture de 5 mètres de long pour se balader en ville. Smart, depuis, est une co-venture, puisque ça appartient à la fois à Mercedes, enfin au groupe Daimler-Benz, et à la fois à Geely, je vous rappelle, le géant chinois qui possède entre autres Volvo aussi. Et ils ont montré leur nouveau concept de voiture électrique. Et vous allez voir, c'est étonnant, puisque la Smart du futur, bah, c'est une Austin Mini, quoi. C'est une voiture normale, 4 places. Donc, ils abandonnent, j'ai l'impression, complètement le concept de voiture 2 portes et le concept de voiture 2 places pour passer à des voitures plus classiques. Je comprends pas trop le... Enfin, la voiture est mignonne, hein. Franchement, elle est mignonne. Mais franchement, on dirait qu'elle a un gabarit et un ADN de Mini Cooper, pardon. Et du coup, même si la voiture a l'air sympa, franchement, elle a vraiment l'air sympa, je, je me demande quel est l'intérêt pour Smart de présenter une voiture que n'importe qui aurait pu présenter. Moi, j'aurais voulu que Smart il présente une voiture électrique ultra compacte de place, puisque c'est leur ADN. Alors, est-ce que maintenant, ça veut dire que Geely et Mercedes veulent faire de Smart une marque de voiture qui fait de tout? Je suis pas sûr que ce soit dans leur intérêt en tout cas. Mais... Brocoli d'or, tu sors. Donc voilà. Oui, il y a le Profetto qui dit gros pour une Smart. Bah oui, en fait, c'est gros pour une Smart parce que c'est une voiture normale. Là, encore une fois, on dirait vraiment une Mini Cooper. J'ai une Smart Fortwo de 2002 et franchement, on dirait pas, mais il y a pas mal de place, dit Chombi. Ah ouais, moi aussi, hein, j'ai pas mal roulé dans des Smart d'autres personnes. Et encore une fois, c'est une voiture qui est très spacieuse pour 2 personnes. Hein. Et franchement, en ville, c'est imbattable pour se garer. Hein. Mais, mais bon, voilà. Encore une fois, on voit que chez chez Mercedes-Benz, la mode cette année, c'est le cuivre. Hein. Que ce soit dans la Maybach EQS ou dans la Smart, ils ont foutu du cuivre ou de la dorure partout, quoi. Mais en tout cas, moi, je trouve la voiture très sympa. Pour un concept car, je la trouve très jolie. Oh là là, elle est néon bleu, les mecs, hein, vraiment, faut arrêter, elle est néon bleu, là, ça suffit là. Hein. Mais vous m'auriez dit que c'était une voiture de chez Mini ou de chez Hyundai, j'aurais dit bah ouais, complètement. Donc je trouve que ça perd un peu de son originalité, de sa force, mais le concept est plutôt joli en tout cas, voilà. Hop. Il n'y a pas la place pour les batteries dans une Fortwo peut-être, dit McLean. Ah, vraie bonne question, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on trouvait que cette petite Smart Concept était jolie. Je vais maintenant vous montrer une autre voiture concept compacte allemande, mais est-elle jolie? Je vous laisse mettre des notes, je ne veux pas vous influencer. C'est parti, c'est Volkswagen. C'est la ID.life concept car. Voilà, mettez des notes. Je ne veux surtout pas vous vous influencer.
Alors, sur 5. Ailleurs, tu sors. C'est quoi ces notes, ailleurs? Bon, voilà. Alors, peut-être que dans le futur, la mode, ce sera d'avoir des coloris un peu polystyrène, avec une texture polystyrène. En tout cas, voici la vision de Volkswagen, justement, de la citadine électrique de demain. Bon, voilà. Alors, je sais pas. Est-ce que vous trouvez ça joli ou pas? Moi, perso, je trouve ça très fainéant. On dirait vraiment un petit Photoshop fait en une demi-journée, quoi, par un junior. Mais bon, après, c'est mon avis seulement, hein. C'est une pièce de Lego, bon, Northez s'en rappelle encore. Je sais pas, je trouve qu'il y a des proportions, et notamment sur l'avant. On dirait que l'avant, ils ont pas fini de le sculpter en fait. Ils ont pris un bloc de polystyrène, ils l'ont sculpté viteuf et ils l'ont présenté à Munich. Mais ça fait futuriste, je trouve, c'est sympa. Bon, encore une fois, c'est cool, tous les Legos sont dans la nature et je sens qu'il y en a qui aiment bien, en tout cas, cette approche. Bon, attention. Voiture suivante. Elle est allemande. Elle est compacte. Elle est électrique. Quelle note allez-vous mettre à... Attention, j'essaie de vous la montrer en grand et en beau. Quelle note allez-vous mettre à... Il va pas la montrer une vraie photo, hein. Attendez, 2 secondes. Ah, voilà, attendez, est-ce qu'on la voit mieux ici? Ah, merci beaucoup. Quelle note allez-vous mettre à la BMW e-Vision Circular? Alors, pendant que vous mettez des notes sur 5 au design de ce concept car de BMW, eh bien, BMW là-dessus, ce qu'ils ont voulu, c'est faire une voiture donc très futuriste. Et là, c'est vraiment un concept car parce que ça, voilà, qui augure de la future BMW Neue Classe, qui sera une voiture compacte électrique de BMW. Et le but du jeu, c'est que cette voiture est extrêmement recyclable puisqu'elle a été faite à partir de beaucoup de matériaux, que ce soit l'aluminium ou les textiles, qui ont été recyclés. Donc il n'y a pas que, on va dire, une envie de faire une voiture high-tech. Regardez-moi l'avant. Il y a aussi une envie de faire une voiture qui est complètement recyclable. Alors là, l'avant, les Allemands et les calandres, je vous rappelle, hein, je vous montre ce que c'était qu'une calandre de BMW. Hein, montrons une vieille BMW, genre peut-être la plus belle BMW d'histoire. Allez, la CSL. À la base, les fameuses narines d'une BMW, c'était vertical, hein. Petit à petit, ça s'est élargi. Et là, bon, là, c'est plus des narines, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là là? Alors, là, on a des narines horizontales qui ont avalé littéralement les phares. Là, c'est quelque chose, un sacré truc, quoi. Bon, en tout cas, l'intérêt de cette voiture avec des proportions, on va dire, assez spéciales et un design, regardez le design bicolore, puisque encore une fois, je vous rappelle, hein, le cuivre, je pense qu'ils se sont tous passé le mot chez les constructeurs allemands. Il y a du cuivre à l'avant, bleu à l'arrière. Ok, pourquoi pas. Et bien évidemment, le but de cette voiture, c'est de montrer des voitures du futur, mais dont la conception est presque plus intéressante que le design, puisque quasiment tout est en matériaux recyclés à l'intérieur. Comme dirait Cassemerle, je suis assez d'accord avec lui, je suis pas fan du design, mais au moins, c'est ce qu'on appelle vraiment un concept car. Donc là, vraiment, on est vraiment sur de l'étude. Regardez, ah oui, j'ai pas vu l'intérieur. Donc l'intérieur, on dirait qu'ils ont renversé la kryptonite liquide ou un liquide alien sur le tableau de bord. Mais à l'intérieur, vous voyez, voilà. À l'intérieur, ce truc-là au milieu, ça ne vous donne même pas d'informations. C'est juste un peu pour avoir un système de lumière qui donne un peu une ambiance. Bon, très bien. Là, on n'est même plus dans le PC tuning de Mercedes, on est parti dans le PC tuning de 2032. Là. Donc vraiment, on est dans le turfu là. Mais voilà, vous aurez des bouts de cristaux aliens sur le tableau de bord. Encore une fois, hein, quand on n'a pas de limite, on se fait plaisir. Tous les sièges sont en tissu eux-mêmes recyclés et recyclables. Et par contre, les sièges, big up aux sièges, j'en mets 5 sur 5 parce qu'ils ont l'air très confortables. Ça, j'annonce que les sièges, ils ont l'air vraiment sympas. Et puis, vous voyez, à l'arrière, là, on se met à l'arrière, regardez ce petit canapé pour se lever, avec encore une fois la petite touche civilisation d'une autre planète, là, ici, là. Vraiment, on dirait un petit carrosse venu d'une autre planète. Est-ce qu'elle serait autonome aussi? C'est pas le... On dirait un skin prestige de LoL. Complètement exo. Elle ne sera pas autonome. Non plus qu'une chicha dit je suis Satan.
C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous les constructeurs allemands à nous mettre de la dorure et du cuivre sur tous leurs sièges et toutes leurs voitures là, au salon de Munich? Il se passe un truc, hein. Bon, voilà en tout cas la BMW e-Circular. Et puis voilà, l'intérêt, si vous allez voir les autres trucs, c'est que tout est recyclé, tout est recyclable, évidemment. Voilà. Hop, on va maintenant rester en Allemagne, puisqu'on est à Munich et puis on est chez les constructeurs allemands, et c'est un petit peu le festival en ce moment du coup. Mais ce coup-ci, on va aller sur un modèle justement qui revient un peu les pieds sur terre, et on va parler du coup du Volkswagen, le légendaire Volkswagen Combi, qui va revenir, hein, c'est le fameux van de Volkswagen qui arrivera en version électrique dans quelques années. Et bien en tout cas, on a une forme qui va être mise sur le marché assez rapidement sous forme de taxi autonome. Et Volkswagen donc a montré ici une version autonome de son combi, un peu, de son microbus. Et du coup, c'est un robot taxi. Donc vous voyez, comme d'habitude, c'est une voiture qui ressemble à une voiture normale avec des capteurs ici, ici, au rétroviseur, les mêmes dans les coins arrière, et puis évidemment l'énorme lidar qui vient couronner le tout. Et c'est la vision de Volkswagen. Et je fais un petit focus là-dessus. Je fais un petit focus là-dessus. Alors déjà, les gens aiment bien. Alors moi déjà, pour une peinture camouflage, c'est très beau. Et puis franchement, il a une sacrée gueule, quoi. On dirait un peu un Renault Espace de la 3-4e génération en pas mal. Voilà. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est qu'évidemment, Volkswagen veut faire de ce véhicule, eh bien, écoutez, le taxi autonome du futur. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour eux, le véhicule taxi, ce sera plutôt un van et un combi. Et je vais vous expliquer pourquoi avec un autre article de The Verge que je garde au chaud depuis une quinzaine de jours, mais qui va faire sens maintenant, si je le mets en perspective, avec ce prototype de chez Volkswagen. Donc Volkswagen veut faire des taxis autonomes, mais veut mettre plusieurs personnes dedans et pas une seule personne. Donc on est pas mal le concept de taxi autonome qui ressemble à des voitures classiques et notamment des berlines compactes. Là on a quelque chose qui ressemble plus à un minibus, quoi. C'est vrai que j'aime beaucoup sa gueule, moitié utilitaire, moitié agressive, moitié futuriste, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que eh bien on a une étude américaine qui vient de la Harvard Law School, qui explique en fait les robots taxis ne seraient peut-être pas les sauveteurs de l'écologie de demain, mais peut-être créer d'autres problèmes. Pourquoi? Eh bien, selon cette étude, on part d'un fait qui est classique. C'est que, évidemment, selon beaucoup de personnes, que ce soit chercheurs scientifiques, futurologues, qui soient dans des think tanks, dans des constructeurs, la voiture autonome, je vous rappelle, va normalement réduire la voiture électrique plus la voiture autonome vont réduire drastiquement l'émission de gaz à effet de serre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les véhicules particuliers, donc c'est-à-dire les voitures, les taxis, les motos, les SUV, etc., constituent la majorité de la population, la majorité de la pollution, pardon, via des pots d'échappement, devant même les bateaux, devant autre chose. Donc évidemment, si on passe à l'électrique, on va avoir des voitures qui n'émettent pas de gaz et de particules fines. Et puis si on passe à la voiture autonome, je vous l'avais déjà dit dans des émissions précédentes, on aura besoin de moins de voitures. Merci Madingue pour les liens. On aura besoin de moins de voitures pour bouger une population équivalente qu'actuellement. Parce que je vous rappelle qu'actuellement, je vous refais très vite les chiffres, une voiture que vous achetez, vous, particulier ou particulière, eh bien, c'est une voiture qui va être utilisée en moyenne moins de 10% du temps et qui va prendre beaucoup de place. Donc évidemment, avec des véhicules autonomes qui sont optimisés avec des systèmes de grid intelligentes, vous allez avoir des véhicules qui vont servir toute la journée, limite 24 heures sur 24. Ils seront là pour vous quand vous en aurez besoin, et seront là pour d'autres personnes ou pour d'autres rôles comme transporter des marchandises lorsque vous n'en aurez pas besoin. Donc au hasard, vous dormez ou vous êtes au travail. Donc, de tous les chiffres que j'ai pu lire, le PDG de Lyft, il y a quelques années, était parti sur une estimation de 40 fois moins de véhicules nécessaires pour transporter toute la population mondiale et toutes les marchandises mondiales par rapport à ce qui est actuellement. Et donc voilà, donc on se dit en fait les robots taxis autonomes pourraient demain effectivement drastiquement aider à l'écologie avec moins de véhicules, des véhicules plus efficaces, plus optimisés et qui n'émettent pas évidemment de gaz. Cette étude en fait remet ça en question et ils remettent pas en question le fait que ces véhicules auront beaucoup d'avantages en fait. Ce qu'ils remettent en question c'est l'usage. Et ce qu'ils disent c'est qu'en fait du coup si ces véhicules fonctionnent, ils vont être victimes
de leur succès. En fait, ils vont littéralement être victimes de leur succès. Et des gens vont beaucoup plus utiliser des voitures autonomes que aujourd'hui ou avant, où on pouvait faire des déplacements, on pouvait terminer des déplacements à pied, en métro, en vélo, etc. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on pourra avoir en fait une explosion de l'usage des voitures par rapport à aujourd'hui. Même si ces voitures sont plus autonomes, pardon, et ben on se retrouverait quand même avec beaucoup de voitures puisque les gens les utiliseraient beaucoup. C'est un peu la question, si vous cherchez un peu l'analogie, c'est un peu la question qu'on s'est beaucoup posée notamment autour du cloud gaming. Et on s'est dit, le cloud gaming est plus écologique que le gaming actuel. Si on met côte à côte un data center qui sert 1 million de personnes face à 1 million de personnes qui ont leur propre PC, et voilà, donc que ce soit l'acheminement des pièces, la consommation, l'optimisation et tout et tout. Et donc le cloud gaming, à nombre de joueurs équivalents, serait moins énergivore en fait que le gaming classique où chaque personne possède en fait sa puissance de calcul chez elle. Mais le cloud gaming, selon les personnes les plus optimistes, pourrait faire passer le nombre de joueurs de 2 à 5 milliards de joueurs en fait. Pourquoi? Parce que justement, si vous faites tomber la barrière du gaming qui serait de acheter un appareil dédié qui serait une console à 500 euros ou un PC à 1000 euros et jouer, beaucoup de personnes vont dire, mais en fait, si j'ai accès à tous les meilleurs jeux, genre The Witcher ou autre Mario, etc., dans ma télé, dans mon ordinateur, dans mes téléphones, etc., sans acheter de hardware, bien sûr, je vais jouer aux jeux vidéo. Et de la même manière que le free-to-play a fait exploser le nombre de joueurs et de joueuses dans le monde, le cloud gaming va certainement, dans les prochaines années, quand la 5G, je pense, va se répandre, pourrait potentiellement faire exploser le nombre de joueurs dans le monde. Ça veut dire que enfin, chaque joueur consommerait moins que ce qui est le cas actuellement où les gens achètent des consoles, une console par personne, qui voilà, et qui coûte de l'argent à fabriquer, qui coûte de l'argent à transporter par bateau, par avion, qui coûte de l'argent à distribuer, qui a des boîtes, des emballages, qui restent en veille au moins 60% de la journée, etc., etc. Mais dans l'absolu, la consommation d'énergie ou de composants va peut-être augmenter prochainement puisqu'il y aura tellement plus de joueurs que même si ces joueurs consomment moins par joueur, eh ben, en tout, on consommera plus d'électricité. Et c'est exactement la même approche qui est faite ici par cette étude de la Harvard Law School, qui est les robots taxis, en fait, vont eux-mêmes créer peut-être un problème avec leur succès. C'est qu'en fait, les gens vont devenir peut-être feignants et que pour tout et pour rien, ils vont utiliser des robots taxis continuellement. Et donc, il faudra augmenter les flottes de robots taxis massivement pour des gens qui aujourd'hui ne pensaient pas utiliser la voiture, mais qui demain eh bien, vont beaucoup plus utiliser la voiture. Donc, c'est une réflexion qui est assez intéressante à un moment où justement on est en train de repenser la manière dont on bouge et la manière dont on est transporté dans la ville. Et justement, un des concepts de cette étude, c'est justement que demain, il faut aussi abandonner les transports dits individuels. Ça veut dire que les taxis de demain ne devraient pas ressembler à ça, mais les taxis de demain devraient ressembler à ça pour évidemment transporter un maximum de personnes et pas transporter une seule personne, par exemple, comme aujourd'hui dans la plupart des taxis, ou un taxi, à part certains VTC qui sont justement faits pour partager des courses, la plupart des taxis sont faits pour faire la course d'une seule personne. Donc si on veut vraiment y arriver, il faudra aussi que les taxis arrivent à récupérer des personnes, évidemment avec les systèmes de grid, calculer les trajets optimaux pour choper et déposer les personnes avec le minimum de temps, mais surtout que chaque taxi puisse embarquer 3, 4, 5 personnes et pas une ou deux personnes en moyenne. Donc, et ça va se jouer là-dessus. Et c'est très intéressant parce que, du coup, ce que l'étude explique, c'est que beaucoup de taxis actuellement créés sont basés sur des voitures, des petites citadines compactes transformées sur lesquelles on colle un lidar sur le toit et un moteur électrique et boum, c'est parti. Mais du coup, ces voitures vont transporter généralement une personne ou deux personnes maximum, pas beaucoup plus. Et du coup, bah, évidemment, ce ne sera pas rentable. Donc, la course partagée, qu'on connaît déjà avec certains services comme Uber, eh bien, c'est intéressant parce que la course partagée, c'est un élément très important de l'écologie de demain, au-delà des technologies en fait qu'on aura, ce sera un usage. Et du coup, l'étude enjoint les constructeurs à penser des voitures qui sont beaucoup trop grandes pour une personne et qui poussent plutôt surtout de toute façon à partager les courses et à être très confortable pour 4 ou 5 personnes. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est une étude très intéressante et c'est une réflexion que je vous invite à prolonger de votre côté et à y penser. Comment on va se déplacer demain? Est-ce que tout sera autonome d'un point de vue taxi? Est-ce que justement le fameux last mile, donc ces fameux derniers déplacements de semi-proximité de 1 ou 2 km, se feront avec des petites trottinettes, pareil qu'on va trouver dans la rue, votre vélo pliant, votre solo wheel, etc.
Est-ce qu'on passera tous par un mélange de transports en commun massifs comme des métros et un mélange de transports en commun semi-particuliers comme des voitures? C'est très intéressant, c'est vraiment très très intéressant, mais sur une transformation aussi large et disruptive que le déplacement de demain, avec des échelles aussi grandes, encore une fois avec des milliards de personnes, et bien des fois un changement de conception peut drastiquement baisser notamment le besoin pour un certain nombre de véhicules, donc un certain nombre de composants, et donc une énergie là-dessus. Bref, je trouve ça assez passionnant et je vous enjoins en tout cas à y penser. En attendant, et on va continuer maintenant dans les transports, je vais quitter les 4 roues, et je vais vous laisser à vos réflexions sur les robots taxis de demain autonomes. Mais on va passer du coup aux 2 roues, puisque à Munich, il y avait aussi du 2 roues et BMW, qui ne s'arrête jamais, a présenté le Ambi ou le Ambi, comme vous voulez dire, le Flamby, je sais pas. Eh bien, c'est intéressant puisque ça, c'est un hybride de moto et de vélo électrique. Et vous allez dire, bah non, c'est juste un vélo électrique. En fait, c'est un peu plus que ça, puisque vous voyez dans sa forme, son design et son guidon sur certaines formes, c'est un véhicule qui va pouvoir s'adapter selon votre niveau de permis de conduire. Et donc, par exemple, si vous voulez l'utiliser comme un vélo, le moteur sera limité à 25 km/h. Mais si vous avez envie de le voir comme un petit scooter et de le déclarer comme un scooter, enfin une petite moto électrique, ça pourrait monter à 45 km/h. Et si vous voulez aller encore plus vite, il pourrait monter à 60 km/h. Alors 60 km/h sur ce genre d'engin, ça commence un petit peu à tabasser. Évidemment, il faudra avoir un petit permis là-dessus. Mais la réflexion de BMW est intéressante, c'est de se dire, bah, on va pouvoir avoir des vélos qui dépassent leur rôle de vélo et qui deviendraient un petit peu les motos ultra légères de demain. Et donc il y a peut-être un croisement à faire entre le vélo électrique, la mobilette, quelque chose entre les deux. Mais en tout cas, on a un concept que je trouve très joli. Évidemment, je pense que le casque va être obligatoire et peut-être un casque un peu plus costaud que ça si vous faites du 60 km/h sur ce genre de vélo qui est quand même. J'imagine que ça va être très léger. Évidemment, ça ne reste qu'un concept et une note d'intention de BMW, mais je trouve ça intéressant d'imaginer, eh bien, demain, encore une fois, hein, je vous rappelle que pour moi, les vélos électriques ne sont pas les concurrents des vélos, c'est surtout les concurrents des scooters hein, en ville. C'est vraiment leur concurrent numéro un, c'est de se dire à quoi ça sert d'acheter un scooter en ville, hein, je parle juste en ville, lorsque je peux avoir un engin plus léger qu'un scooter, plus maniable qu'un scooter, moins cher qu'un scooter et plus rapide qu'un scooter, puisque je vous rappelle que les vélos ont accès à toutes les voies cyclables et à toutes les routes qui sont interdites aux scooters ou en sens interdit aux scooters et aux voitures. Donc voilà, en tout cas, ce concept est très joli. Est-ce qu'il est casse-gueule? Ouais, je pense quand même. Hein. Allez, encore une fois, allez, de la dorure et du cuivre. Allez, c'est parti, on va pas se refuser le truc. Mais je trouve ça plutôt intéressant d'avoir un. Pourquoi ça. Ah, voilà. Je trouve ça plutôt intéressant d'avoir un engin qui peut s'adapter selon votre niveau de permis et vos envies, votre niveau de protection, à une certaine puissance et une certaine vitesse. Voilà. Donc voilà, on restera sous les 25 km/h pour rester dans le niveau des vélos électriques. Et puis on pourra aller au-delà si on veut, à un moment, bouffer de la route ou du chemin, être protégé, puis peut-être avoir le permis qui va avec. Sauf qu'un vélo qui va à 70 km/h sera interdit aux pistes cyclables. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, aujourd'hui, si vous faites des tests dans Paris, si vous comparez un scooter dans Paris et un vélo électrique dans Paris à 25 km/h, le vélo électrique aura toujours des chemins plus optimisés que le scooter. Et le scooter, en fait, ne fera que griller le vélo électrique au démarrage. Puis après, l'attendre au feu rouge d'après, le griller, l'attendre au feu rouge. Mais évidemment, l'intérêt de ce vélo, c'est que c'est littéralement un vélo hybride et qui peut devenir une sorte de mobilette à l'envie. Et peut-être de vous dire que lui-même, d'un point de vue GPS, quand il est en agglomération, vous pouvez le limiter à 25 km/h en assistance de pédalage. Et puis lorsqu'il voit que vous êtes en dehors d'une agglomération, sur, je sais pas moi, une départementale ou autre, eh bien, il peut peut-être monter à 50 ou 60 km/h. C'est ça l'intérêt en tout cas, bien sûr. En tout cas, je ne sais pas pour vous, je trouve très joli. Regardez-moi ce phare arrière. Alors autant les bandes de néon de chez Mercedes, j'étais pas fan, autant cette petite bande de LED, pardon, de chez BMW, je la trouve vraiment très 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 belle là-dessus. Voilà en tout cas pour les 2 roues. Alors je vous ai fait un gros laïus sur l'électrique là, je vous ai montré des combis, des voitures chères, des voitures pas chères, des voitures compactes, des voitures cheloues, des voitures d'une autre planète, des vélos, motos. On va revenir maintenant un peu à l'essence. Est-ce que vous sentez la bonne odeur du gasoil? Et on va commencer avec l'Italie, et l'Italie qui demande un petit moratoire pour Ferrari et Lamborghini pour les laisser commercialiser des voitures thermiques un peu plus longtemps
que les autres. L'Italie qui dit on n'est pas du tout contre évidemment le passage à l'électrique, hein, on y travaille dur, mais ça va nous prendre un peu de temps et pour l'instant on va plutôt se concentrer encore sur les moteurs à essence et sur les moteurs hybrides. Voilà. Donc je vous rappelle que Ferrari officiellement possède un véhicule hybride, que Lamborghini vient de montrer la nouvelle Countach, la LPI 800 qui est un véhicule hybride, mais qu'il n'y a pas encore de véhicule 100% électrique chez eux. Alors, il y a une demande en expliquant que il faut créer des gigafactories pour créer des nouveaux moteurs, des batteries spéciales pour ces voitures, qui sont quand même des voitures un peu hors normes, ça je veux bien les entendre, mais sous-jacent à ce débat, il y a aussi le débat du marketing. Et on sait que beaucoup de clients de chez Ferrari et de clients de chez Lamborghini eh bien, veulent garder des voitures à essence parce qu'ils sont très conservateurs et qu'ils entendent le bruit rugissant d'un moteur avec 396 soupapes. Donc voilà. Je vous rappelle que on en avait parlé. Porsche est un peu aussi revenu sur cette dires avec les moteurs dits propres et en fait se disait effectivement nos clients aiment bien les voitures qui font vroom vroom et un peu de bruit. Donc même si on a déjà des véhicules électriques comme la Taycan, on va trouver des moyens de faire des voitures avec une essence du futur, voilà, un carburant du futur qui sera propre mais qui permettra de faire. Je vous rappelle aussi que le constructeur de motos italien, encore une fois, ça j'allais dire le nom de la marque, j'ai plus le nom de la marque. Comment s'appelle ce constructeur de motos italien qui fait des motos très belles, très chères, pas très fiables? Ducati. Voilà, Ducati avait également expliqué que leurs clients, eux, ils aimaient bien avoir des motos qui font et que ça les embêtait un peu de faire des moteurs électriques. Donc, n'en déplaise aux clients de gros moteurs qui aiment bien faire surtout en ville quand il y a plein de monde, je vous reconnais, je vous vois. Eh bien, la loi c'est la loi, le progrès c'est le progrès, et puis l'avenir de la Terre c'est un peu l'avenir de la Terre, on va passer à l'électrique, mais on sent que dans les marques de sport et de luxe, ça freine un peu du pied et que ces marques qui ont toujours été à la pointe de la technologie, là-dessus elles freinent et c'est pas une question de technologie parce qu'encore une fois des supercars électriques, il y en a, des motos électriques, il y en a de plus en plus, c'est plutôt une question de marketing et de clientèle qui veut pouvoir faire un feu rouge pour ensuite monter à 30 km/h en pointe dans Paris. On verra en tout cas si écoutez, l'Union européenne entend l'Italie et lui accordera un petit rap de temps. Je vous rappelle que d'ici 2033-2035, ce ne sera plus possible de commercialiser des véhicules à moteur thermique là-dessus. On continue, alors on fait les mauvais élèves aujourd'hui, on continue dans les moteurs thermiques. Je vais passer très vite dessus. Elle est complètement pas électrique, mais elle est très jolie. Si vous êtes encore une fois un dealer de drogue qui a beaucoup d'argent, qui voulait échapper évidemment à Gérald Darmanin, ou si vous êtes agent secret anglais qui voulait échapper à des gros méchants, ou si vous êtes justement des gros méchants qui voulaient attraper un agent secret anglais, eh bien vous ne pourrez rouler que dans cette Land Rover full black qui est là une des voitures officielles du nouveau James Bond No Time to Die. Donc je vous rappelle que James Bond continuerait à rouler en Aston Martin, mais que j'imagine les rôles secondaires ou les méchants pourront rouler dans ces Land Rover. On va pas se mentir, en tout noir comme ça, avec les petits sourcils froncés, un petit peu, on dirait des arcades sourcilières de perso de Dragon Ball Z, eh bien, elle a une sacrée gueule, mais à la fin, ça ne reste qu'une Land Rover qui, j'imagine, sera faite pour aller faire des tonneaux sur l'autoroute ou s'éclater un peu dans le décor. Mais voilà. Je vous avoue, plaisir coupable, que les petits yeux vénères, hein, on parlait hier des muscle cars américaines et puis il y avait la Dodge Charger qui avait ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il y a un côté, je suis pas content, je vais te rayer la gueule. Voilà, et j'aime beaucoup. Je sais pas si les freins à disque, par contre, bleu turquoise sont du meilleur goût. J'aurais joué le noir complet jusqu'au bout, mais écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous voyez comme elle a pas l'air d'être contente d'être là. Elle a vraiment pas l'air contente d'être là, quoi. Elle fait, ouais, vas-y, tourne la scène, j'ai pas le temps, là. Évidemment, ça c'est la version, la Land Rover normale là-dessus. Oui, j'ai tendance, j'ai pas attendu Cars de Pixar pour personnifier les voitures. Pour moi, les voitures, c'est un visage, quoi. Celui-là, c'est un visage qui est déter. Alors, je vous ai donc montré un gros 4x4 qui sûrement va coûter très cher. Je vous avais montré, je vous rappelle, il y a quelques jours, un camping-car, enfin, peut-on encore appeler ça un camping-car, un camion de luxe de la marque américaine Dembel. Qui, je vous rappelle, c'est deux gars qui étaient spécialisés dans les yachts
aquatiques et qui se sont dit on va faire des yachts roulants. Donc je vous avais montré ces fameux minibus avec un intérieur avec du bois noble et du cuir, etc., qui pouvaient loger votre voiture de sport. Bon, j'ai trouvé encore plus cher. J'ai trouvé encore plus cher dans le game des minibus, des gens qui veulent partir en camping-car mais qui sont multimillionnaires. Voilà, les ultra riches. Puisque je vous montre aujourd'hui le Volkner Performance S. Attention les yeux. Un mobile home, j'ai envie de dire, de plus de 2 millions d'euros, qui, lorsqu'il est vendu avec toutes les options, peut être aussi vendu en pack avec une Bugatti Chiron, voilà, pour la rentrer dans le bus, faisant monter la note à 7,7 millions d'euros. Voilà, c'est incroyable. Donc si vous êtes multimillionnaire et ultra riche, mais que vous aimez quand même partir en camping, hein, parce que c'est important de pouvoir prendre l'apéro avec des chaises pliantes et jouer aux boules avec les copains et se balader en tongs et en slibard et avec un papier cul dans un sac plastique pour aller aux toilettes, eh bien, en tout cas, vous pourrez enfin combler vos deux passions avec ce très beau camping-car de 2,4 millions d'euros, si je ne m'abuse. Ah là, il y a du chrome, hein. Là, il y a du chrome. Regardez-moi cette vaisselle, sûrement qui vient d'une d'ancienne civilisation asiatique qui a été récupérée. Et évidemment, cette petite Bugatti qui pourra rentrer à l'intérieur tranquillement. Alors, les gens disent la couleur, je suis pas fan. Alors moi, plus généralement, je trouve que même la ligne de ce véhicule, qui globalement est un minibus aménagé, je la trouve pas folle. Effectivement, la couleur, je trouve qu'ils auraient pu mettre autre chose. Alors, il y a des panneaux solaires, hein, c'est mon excuse pour passer ce Volkner Performance S dans cette émission. Mais à la fin, c'est un bus. Et alors, je suis aussi un peu déçu parce que vous voyez, d'un point de vue fenêtre, c'est pas non plus la folie, quoi. Voilà en tout cas pour, écoutez, ah bah ça c'est encore autre chose. 7 millions d'euros, vous me dites si vous avez envie d'acheter ça, on se met bien tranquillement. Bon. En tout cas, je vous laisse googler Volkner Performance S 2021 avec le pack Bugatti. Ça se met quand même plutôt bien. Et ça vous permettra de dépasser le mec qui est en Dembel à côté, de dire rabat-toi à droite, pleb. Puisque vous serez un ultra riche qui pourra foutre la honte à un simple ultra riche, évidemment. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour ce gros segment transport et automobile. Demain, on se retrouvera avec d'autres concepts cars côté automobile, mais j'aurais pu vous parler aussi de robotaxi, de vélos hybrides et transformables, et évidemment de camping-cars extrêmement coûteux. On va maintenant passer à la maison avec des produits un peu moins chers, mais encore une fois, vous allez voir, pas donné, puisque c'est Philips qui annonce toutes ces nouveautés côté Hue. Et alors attention, je vais vous la refaire parce que c'est compliqué, hein. Attention, je vais vous la lire. Je prends mon souffle. Alors, il y a la gamme Gradient qui est lancée avec le bandeau Philips Uplay Gradient Live Strip. Voilà, pour reproduire le système Ambilight. Il y aura aussi le Philips Uplay Gradient Light Tube. Voilà, qui se pose comme une barre de son. Ensuite, il y aura le Hue Gradient Light Strip, qui est un bandeau LED de 1 ou 2 mètres au choix. Je fais des clins d'œil à Diana, hein, c'est ce qui se reste à faire. Ensuite, il y aura le Hue Gradient Sign, voilà, qui sera en version lampadaire. Ensuite, c'est pas fini, hein, puisque vous aurez le Hue Play Gradient Light Strip. Alors, je commence à devenir compliqué. Qui se passera du Uplay HDMI Sync. Ok, mais c'est pas fini encore. Puisqu'après, vous aurez, avec la gamme Gradient, vous aurez aussi les Hue N-Rave, qui sont les luminaires à suspension. Voilà. Et puis vous aurez aussi les Hue Xamento et les Hue Devers. Voilà. Et puis ensuite, il y aura aussi la gamme Filament avec juste des ampoules. Voilà, juste des ampoules. En attendant, grâce à ce nom de gamme extrêmement simple à retenir, les Hue Devers, les Hue Xamento, les Hue Gradient Play White Light Tube, tout ça c'est pour dire que c'est pas donné. Alors franchement, évidemment, si vous voulez éclairer l'intérieur de votre camping-car à 2 millions de dollars, ça va. Mais quand même, vous avez quand même des produits qui sont à 180, 200 euros. Le petit bandeau LED à 60 euros quand même, c'est-à-dire à peu près 20 fois plus que ce que vous pouvez trouver sur AliExpress. Et le lampadaire c'était moi, voilà, à 300 euros.
ou la lampe à poser sur un meuble à 200 €. Ça commence à... ça commence à chiffrer. Tu sors, Mister Cruiser. Pas les Hugh Jackman. Bref, ça... Bon, moi, personnellement, j'ai depuis quelques années 2 ampoules Philips Hue. Ça marche très bien, pas de souci. Je les ai achetées en promo avec un pack avec 2 ou 3 ampoules et le pont Wi-Fi. C'est très agréable, ça marche très bien. Franchement, déjà, je trouve que ça m'a coûté un peu cher à l'époque. J'ai dû payer les 3 ampoules plus le pont, j'ai dû payer genre 110 balles. Voilà, c'est très agréable, c'est très cool. Si je pouvais en faire plus, j'en ferais plus. Mais il y a un moment où, pareil, si votre maison commence à ressembler à un PC gamer ou à une Mercedes du futur, posez-vous des questions. Si à un moment vous sentez que vous dormez mal, que vous êtes stressé, etc., c'est que peut-être que chez vous c'est une discothèque. Donc attention, bien sûr, je vous rappelle, hein, ce genre de d'éclairage peut faire beaucoup de choses. C'est le moment où il faut justement être un petit peu sobre, un tout petit peu sobre là-dessus. Des bisous aux fans des inconnus évidemment dans le chat. Voilà en tout cas pour toute la nouvelle gamme Hue que je vous invite à aller voir évidemment sur notre site sur les numériques où on a tout détaillé là-dessus. On va passer maintenant avec un test de télévision, puisqu'un téléviseur plutôt. Tanguy nous a fait un test très complet d'un modèle OLED, pardon, et je me suis fait avoir, un modèle QLED 65 pouces de chez Samsung, euh, qui est, comment dire, assez haut de gamme, qui a beaucoup de qualité, on va dire, qui s'approche toujours un peu plus de l'OLED, mais qui n'est pas de l'OLED. Pour le reste, il y a quand même beaucoup de qualité. Le truc que j'ai avec cet écran là, cet écran QLED, et pas un écran OLED, donc je vous rappelle, hein, le QLED n'est pas de l'OLED, c'est en fait du LED qui n'est même pas du mini LED. Voilà, vous m'avez suivi. Eh bien, le problème de cet écran pour moi, c'est son prix, puisque c'est un écran 65 pouces LED et pas OLED, qui est vendu à un tarif public de 1600 € et qu'on peut trouver à 1200 ou 1300 €. Sauf que aujourd'hui, si on est assez malin, on peut trouver des écrans OLED 65 pouces à 1300 €. Donc, encore une fois, et des écrans OLED à 1300 € avec du 4K 120 Hz, HDMI 2 points, la totale et tout. Je- J'ai encore envoyé des plans à quelqu'un qui veut en acheter un, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, et qui achète sur rue du Commerce un écran OLED LG 65 pouces très bien à 1349 €. Donc, c'est bien pour du LED, mais encore une fois, est-ce que vous avez envie de mettre plus de 1000 € dans un écran qui n'est pas un écran OLED? Je vous pose la question. Je vous pose vraiment la question, puisque ça ne, en termes de qualité d'image, l'OLED sera au-dessus. Voilà. Et puis encore une fois, je déteste cette gamme de télé personnellement pour s'être appelé QLED et avoir tenté et réussi à tromper beaucoup de consommateurs et de consommatrices. Des bisous à vous qui m'avez dit Eh, là, moi aussi j'ai acheté une télé OLED et qui avait acheté une télé QLED. Franchement, rien que pour ça, pour moi, Samsung mérite un énorme carton rouge depuis des années là-dessus. Parce que vous voyez, même moi j'ai fait le lapsus, hein. Mais en tout cas, ça n'empêche pas Samsung de faire des bonnes télés LED. C'est une bonne télé, mais encore une fois, à 1300 €, enfin 1600 € prix public et 1300 € avec des promos, y a-t-il un intérêt à acheter cette télé, quoi? Bodrower qui dit ah oui, mon frère s'est fait avoir. Ah là là, bah oui. Ah oui, je suis désolé, je suis désolé. Ça dépend de l'usage. Dans une pièce très lumineuse, l'OLED, c'est pas fou d'y voir Zéo. Ah bah justement, je trouve que mon OLED se comporte très bien. Et justement, l'OLED est vachement utilisé pour les montres et pour les téléphones, puisque justement, la visibilité en plein jour de l'OLED est supérieure à celle du LED, si je ne m'abuse, non? C'est mieux. Ok. En tout cas, voilà pour ce test. Retrouvez-le évidemment sur le site des numériques. Voilà. On va passer au smartphone très rapidement avec 2 news smartphones, une rumeur et une interview ce coup-ci. Incroyable. Déjà, je tenais à dire que, oui, la luminosité est moindre, mais la visibilité est meilleure. Bon bref, c'est un débat. J'inviterai Tanguy pour en parler. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Puisqu'aujourd'hui nous allons parler de smartphones et qu'il n'y aura pas de nouveau téléphone Xiaomi et qu'il n'y aura pas de nouveau téléphone Samsung. Est-ce que vous sentez une forme d'apaisement entrer en vous? Fermez les yeux. Votre corps est lourd.
il n'y a pas de téléphone Xiaomi aujourd'hui. Il n'y a pas de téléphone Samsung aujourd'hui. Et peut-être que demain, il n'y aura pas de téléphone Xiaomi, il n'y aura pas de téléphone Samsung. Qui sait? Non, je déconne. Il y aura des rumeurs demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, à marquer d'une pierre blanche, puisqu'on ne va parler que de Motorola et que de Apple. Voilà. On commence avec Motorola qui, eh bien écoutez, je vous rappelle, appartient à Lenovo depuis quelques années après avoir appartenu à Google. Et Motorola, qui est par la voix de son directeur en France, annonce sa stratégie pour revenir et reprendre des parts de marché là-dessus. Et c'est assez intéressant puisque donc le DG de Motorola France, Jean-Philippe Hillarine, répond aux questions de ce cher Patrick Randall, mon cher collègue, et raconte un petit peu avec aussi, je trouve, une certaine honnêteté, une certaine franchise. Comment évidemment Motorola s'est cassé la gueule, comment Motorola s'est doucement relevé, et comment Motorola, avec ses moyens, parce que maintenant c'est Lenovo qui les possède, vont tenter de revenir dans le game. Et voilà. Donc il avance des chiffres assez rassurants, et il dit notamment dans les pays visés par Motorola, ils ont réussi à revenir dans le top 5 des constructeurs, et ils sont passés de 0,5% de part de marché au pire de leur période à aujourd'hui entre 5 et 6% de part de marché, et ils visent un jour les 10% de part de marché, ce qui est assez énorme. Donc évidemment, loin est le temps des Razer. Tout le monde a acheté des Motorola Android qui, on va pas se mentir, 2 fois sur 3 étaient des téléphones un peu foireux, hein, surtout avec la concurrence qui faisait rage. Et Motorola aura laissé passer devant lui un concurrent américain qui s'appelle Apple, un concurrent coréen qui s'appelle Samsung, tous les concurrents ensuite chinois. Et voilà. Et donc en tout cas, la stratégie de Motorola est intéressante puisqu'ils veulent aussi, comme tout le monde, s'engouffrer dans le trou d'air laissé par Huawei, qui était le numéro 2 mondial et qui a disparu d'un coup d'un seul, comme ça, de plusieurs marchés. Et ils réalisent bien que pour l'instant, c'est Xiaomi qui a le plus, en tout cas, bénéficié de ce trou d'air pour justement prendre l'aspiration et griller tout le monde. Mais en tout cas, Motorola est plutôt ambitieux là-dessus. À voir en tout cas, je sais pas pour vous, est-ce que. Alors moi, Motorola ne m'a jamais fait rêver. Pourtant, j'ai eu des téléphones Motorola, hein. J'ai eu les Razer, j'ai eu même le téléphone à clapet, le plus petit du monde à l'époque, qui était encore plus compact qu'un Razer en termes de largeur, mais moins plat. Mais j'ai toujours trouvé que Motorola, leurs OS étaient vraiment catastrophiques. Et donc, j'ai jamais été fan de Motorola personnellement, moi. Je sais pas pour vous. Le Star Pack. Oui! Le Moto G4 Plus, c'était top. J'ai eu un Motorola, c'était super l'Android Stock avec leur gesture. Très bien. Ouais, moi, j'ai jamais été fan des Motorola, même Android. Je trouvais qu'il y avait toujours mieux ailleurs chez Android en fait que Motorola, tout simplement. Donc voilà. Celui de Matrix, c'est pas Motorola. Non, j'ai pif dans Matrix, c'était Nokia qui était sponsor de Matrix et qui avait mis ces fameux téléphones. Un téléphone à coulissage, évidemment. En tout cas, allez lire ça. Par contre, l'interview est très intéressante parce que cette interview du DG France de Motorola, elle vous raconte bon, les ambitions de Motorola, ça c'est normal, mais elle vous raconte un peu l'état du marché français et le game entre les constructeurs. Franchement, c'est très 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 intéressant. Allons maintenant sur un site magnifique. C'est le site des brevets américains, avec un brevet qui a été déposé le 2 septembre, donc juste la semaine dernière, par Apple ce coup-ci, et un brevet assez intéressant parce que c'est un brevet plutôt avancé. Ce qui est toujours intéressant. Regardez-moi ce système de navigation en comics sans MS quand même. Vous avez vu, ça c'est très très beau. Bon, en tout cas, c'est pas grave. On va pas en vouloir à ce site gouvernemental mais très officiel. Et le dernier brevet en date, c'est un écran déroulant repliant d'Apple. Vous voyez qui fait ceci, jusque là, jusque là, jusque là. C'est assez complexe. Et un système assez complexe de la part d'Apple pour avoir un high parchemin. On peut appeler ça un high parchemin ou pas? Alors, on va appeler ça un high parchemin. Alors, je vous rappelle évidemment que qui dit brevet ne dit pas du tout mise en production, hein, encore une fois. Ça fait que formaliser le fait qu'Apple travaille sur cette technologie, ils ont très certainement des protos dans leur laboratoire, ça ne veut pas dire. Le iScroll, mais parfait, Croby 31. Parfait bot drawer. J'avoue. Le iScroll. Mais en tout cas,
On est en train de travailler chez Apple assez sérieusement à la question, assez en tout cas pour que, la marque américaine ait déposé très officiellement un brevet et qu'ils sachent très bien aussi qu'on allait voir, que ça allait tomber dans le domaine public et qu'on allait pouvoir consulter ça. En tout cas, à voir si le téléphone de demain, il fera pas ça ou il fera pas ça, mais il fera ça. Je vous rappelle qu'il y a des prototypes d'écran déroulants chez LG ou chez Oppo qui ont été montrés pour l'instant, mais ce sont des prototypes qui sont assez limités. Là où j'ai l'impression qu'il y a littéralement deux rouleaux d'électronique en fait qui sont là et qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, vous voyez sur le brevet, il n'y a pas vraiment de structure rigide. Donc on aurait vraiment quelque chose qui se déroule, mais alors du coup comment vous le tenez vous? Est-ce qu'on doit le tenir comme ça du coup pour lire son téléphone? Pour que ça pendouille un peu comme un écran de vidéoprojecteur et puis on va faire comme ça. Parce qu'on peut pas le tenir comme ça parce que du coup le truc va être tout mou. Si on le tient à deux mains, on peut plus interagir. Donc, je sais pas, peut-être que demain quand on sortira son téléphone, on fera attends 2 secondes, j'ai un appel. Oui, oui. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, le brevet a été déposé le 2 septembre, donc juste la semaine dernière. Vous voyez là, on a peut-être un autre format d'écran pliant. C'est très sérieux, et voilà. Peut-être que ce sera aussi un format d'écran pour un wearable. Vous voyez, là, ça pourrait complètement être un bracelet de montre là-dessus. Bon, allez voir. Là, on a le système évidemment de pliure hein, qu'on retrouve dans le Samsung Fold. Hein, je vous rappelle, l'angle de pliure, pour éviter un angle de pliure qui est trop violent, on va venir un peu comme, il y a comme une trajectoire de voiture de course, on va venir prendre l'extérieur du virage pour adoucir l'angle du virage et revenir ici, bien sûr. Voilà en tout cas pour ce petit brevet. On enchaîne. Est-ce que Apple pourra en tout cas livrer ces téléphones déroulants pliants? Rien n'est moins sûr parce que déjà il faudrait avoir pour ça des pièces détachées et des petits composants. Je vous rappelle que la pénurie, elle touche tout le monde. TSMC a annoncé que jusqu'à au moins 2022, donc mi-2022, ça allait être le bordel pour les constructeurs automobiles comme pour les constructeurs de téléphones et de smartphones. Et bien Toshiba, qui est aussi un grand fabricant et fournisseur de composants, et ils ont annoncé que eux, ça pourrait aller jusqu'en 2023. Donc Toshiba, alors je vous mets l'article de Hypebeast parce que Bloomberg, j'ai évidemment cramé toutes mes lectures gratuites, mais là-dessus, pour Toshiba, ça va être compliqué et on pourrait pousser jusqu'à 2023. Dans certains cas, nous pourrions nous retrouver avec des clients dont on ne pourrait pas honorer les commandes jusqu'en 2023. Donc encore une fois, dans certains cas et certains clients, ça ne veut pas dire que ça va être tout le monde jusqu'en 2023, mais certaines industries continueront à être impactées pendant encore au moins 1 an et demi, et ça c'est chaud quand même. C'est vraiment chaud. Puisque je vous rappelle qu'encore une fois, avant même qu'on ait une pandémie qui grève un peu les capacités de production mondiales, de toute façon, il y a tellement une hausse de la demande, ne serait-ce que via l'automobile, que c'était déjà un sacré bordel. Voilà, on a quitté maintenant tout ce qui était chipset et un petit peu informatique. On va parler de nos amis les GAFAM, hein, bien sûr, nos amis les GAFAM. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu des GAFAM? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Vous allez voir. On commence avec Facebook et une étude qui, aux surprises, nous remontre encore une fois et nous prouve par A plus B que tous les contenus de désinformation et un peu scandaleux sont ceux qui cartonnent le plus sur Facebook. Je vous rappelle que Facebook a été accusé, l'algorithme de Facebook a été accusé de mettre en avant des contenus de désinformation et des contenus outrageux, car ce sont eux qui créent le plus d'engagement, donc le plus d'audience, et le plus d'audience, le plus de tracking, et le plus de tracking, le plus de chiffre d'affaires pour les régies pubs qui rôdent sur Facebook. C'est une étude franco-américaine qui montre que, bien écoutez, entre les propos de sites, on va dire, plus ou moins réputés comme CNN ou l'OMS et des sites comme Breitbart, donc des sites d'extrême droite, eh bien, évidemment, ce sont les sites extrémistes qui ont le plus d'audience. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent aussi des sites et des pages d'extrême gauche et qui disent que, globalement, les conclusions, c'est que les contenus les contenus plus radicaux et plus extrêmes sont plus à même de créer de l'engagement. Voilà, ça c'est une nouvelle, mais que les contenus, notamment provenant de sources, donc de médias ou de pages ou de groupes d'extrême droite, sont beaucoup plus à même de diffuser des fake news et de la désinformation en tout cas. Ce sont les deux conclusions en tout cas de cette étude qui a été faite entre New York et Grenoble, tout simplement.
Et Facebook, évidemment, grosse langue de bois là-dessus, puisque cette étude s'intéresse surtout à la façon dont les gens s'engagent avec le contenu, ce qui ne doit pas être confondu avec le nombre de personnes qui le voient effectivement sur Facebook. Bullshit Talks de communication de crise sur 20, voilà. Lorsque vous regardez le contenu qui obtient la plus grande portée sur Facebook, cela ne ressemble pas du tout à ce que cette étude suggère. Ce qui est assez faux, puisqu'encore une fois, d'autres études ont montré que c'était le cas. Et je vous rappelle aussi que Facebook eux-mêmes ont censuré, enfin ils ont lancé des études en interne et ils ont fait des rapports de transparence qu'ils ont publiés. Et le premier rapport de transparence qu'ils voulaient publier au premier trimestre 2021 a été censuré par Facebook eux-mêmes parce qu'apparemment les résultats étaient catastrophiques, notamment sur ce point et sur le rôle de Facebook dans la diffusion de désinformation de masse. Et encore une fois, si vous vous déchirez la tronche avec vos aînés dans les repas de famille depuis des mois et des mois, eh bien, vous pouvez un peu en vouloir à ce réseau, puisque c'est vrai que c'est un sacré dealer de bullshit. Voilà, en tout cas, allez voir cette étude qui a été synthétisée et traduite par les collègues de chez CNET. On va rester maintenant avec Facebook, mais aussi Amazon et aussi Google et aussi 200 entreprises américaines qui se disputent un contrat très juteux. C'est le contrat de l'ICE, qui est un peu le service d'immigration et de régulation américain, qui est sous le feu de beaucoup de critiques ces dernières années. Eh bien, il y a un programme qui s'appelle Raven, le corbeau, déjà. Bonne ambiance, un petit peu. Ah non, Raven, c'est pas le corbeau. Le corbeau, c'est The Crow. Raven, c'est quoi déjà? C'est quoi Raven? Quelqu'un peut me le dire dans le chat? Ou la régie? C'est quoi la traduction de Raven déjà? Non, la corneille. Parce que le corbeau, c'est The Crow. Bon, il y a un programme qui s'appelle la corneille. Voilà. Et ça veut dire, en gros, c'est l'acronyme de, parce que les Américains adorent les acronymes un peu fucked up, Repository for Analytics in a Virtualized Environment. En gros, ils veulent surtout traquer les migrants. Et selon Business Insider, en tout cas, eh bien, ce programme qui s'appelle Raven veut être étendu par l'ICE, donc la Immigration and Customs Enforcement, et serait à même d'identifier, surveiller et retrouver des personnes présentes de manière illégale sur le sol américain. Sont notamment cités par nos confrères, donc parmi les entreprises qui veulent récupérer ce contrat très juteux, Amazon, Google, Microsoft et 200 autres entreprises américaines qui voudraient créer un système d'information mis à jour en temps réel sur le statut de ces personnes, en grande partie basé sur la collecte et l'analyse de milliers de bases de données. Ces données personnelles pourraient être aussi bien issues des réseaux sociaux, des infrastructures de surveillance ou de systèmes biométriques. Donc là, c'est un peu les Avengers de la surveillance, quoi. Voilà, c'est un peu la totale. Donc on sait aussi, et on le rappelle très bien dans cet article, que depuis quelques années, et je vous en parle aussi beaucoup dans cette quotidienne, les salariés de beaucoup d'entreprises parfois manifestent leur mécontentement et parfois manifestent tout court le fait que leurs travaux sont utilisés à des fins qui n'ont pas été prévues, pour lesquelles ils n'ont pas été engagés. Et donc que ce soit les contrats militaires de Google, notamment pour fournir leur casque HoloLens, que ce soit les contrats de Google avec le Pentagone, que ce soit les contrats d'Amazon avec la police américaine, et bien souvent les salariés, les développeurs disent moi j'ai pas été engagé pour ça et j'ai développé une solution civile et c'est pas ce que je veux. Et d'ailleurs, je vous en parlerai peut-être dans une autre quotidienne, j'ai jamais eu le temps de le caser, mais en ce moment ce sont les salariés de Unity, le moteur 3D, qui sont en train de manifester puisque Unity commence en fait à fournir son moteur pour les militaires et pour simuler notamment des conflits. Et encore une fois, les développeurs disent je n'ai pas travaillé, je n'ai pas été engagé pour aider des gens à mieux tuer d'autres personnes. Bref, en tout cas, là-dessus, Raven, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a des débordements très possibles. A priori, les défenseurs d'un tel système ne se priveront pas de préciser que la très grande majorité des données qui seraient utilisées par Raven seraient extraites de plateformes où elles sont stockées en accès libre. Il n'empêche que la quantité inédite de données qui seraient croisées dans une telle base de données centrale suscitera sans doute la controverse, d'autant qu'une partie des informations dont le traitement est prévu seront bel et bien issues de partenaires privés, comme des opérateurs de réseaux de vidéosurveillance. A noter que Raven aura également accès à certaines informations financières des personnes surveillées et que, in fine, cet outil disposera également de millions de données concernant des personnes parfaitement en règle, citoyens ou résidents permanents américains. Donc encore une fois, là-dessus, sous couvert évidemment de peut-être courser, traquer des personnes qui ne seraient pas en situation légale sur le sol américain, on est en train de créer un réseau de surveillance qui chapeautent d'autres réseaux de surveillance absolument gigantesques. Et si encore une fois on peut aller piocher dans toutes les caméras de vidéosurveillance du pays, et si on peut aller piocher dans tous les réseaux sociaux du pays pour commencer à croiser des informations et récupérer des données personnelles de gens,
Est-ce que quelqu'un n'a pas mis le pied dans la porte pour s'incruster? 2 secondes, j'ai renversé mon eau. Ça sent le... Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, on va pas se mentir, ça sent mauvais. Et puis le fait que autant d'entreprises américaines soient dans le coup, ça sent très mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Bon, bref, on verra là-dessus si Raven avance, qui détient les contrats, et si aussi peut-être que l'État américain ne va pas stopper ça. À voir. On parlait de coup d'Amazon, Google et Microsoft qui seraient sur le coup pour signer ce contrat juteux avec l'État américain pour cette cette surveillance pardon, de masse. On va terminer avec Amazon et une autre affaire autour d'Amazon sur les conditions de travail. Je vous rappelle qu'on les a pas mal suivis, chroniqués ici. Travailler dans un entrepôt Amazon, c'est comme le dirait la marque, être un athlète de l'industrie. Je vous rappelle là dans les derniers chiffres que les travailleurs Amazon doivent en général écoutez, scanner jusqu'à 40 produits par minute. Non, pardon. Je ne veux pas dire de conneries. Scanner 40 produits par... Je l'avais dans le texte. 400 produits par heure, pardon. Ouais. J'allais dire 40 produits par minute, 400 produits par heure. Je vous rappelle aussi, on en avait parlé, que justement, le taux de blessure dans les entrepôts Amazon est 50% plus haut que les autres taux de blessure dans les entrepôts de marques concurrentes non semi-automatisés. Et qu'il y a eu le fameux Pipi Gate, où on s'est rendu compte, notamment, qu'il y avait des mails entre managers d'entrepôts et managers de chauffeurs qui disaient c'est plus possible, il faut qu'on arrête parce que là, moi, mes gars et mes meufs, ils sont en train de pisser dans des bouteilles pour ne pas prendre de pause pipi. Et on a même vu que des gens littéralement faisaient leurs besoins dans leur camion ou dans leur véhicule tellement qu'ils avaient des horaires et des horaires et des objectifs absolument impossibles à tenir s'ils respectaient les règles du code de la route ou s'ils respectaient les règles de la santé publique et des horaires de travail. Donc, Amazon, voilà, on en a beaucoup, beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus. La suite de l'affaire, c'est que après toutes les enquêtes des médias, après toutes les manifestations des salariés, et après tous les scandales aussi auxquels Amazon dans lequel est tombé sur les conditions de travail de leurs employés, eh bien, l'État américain va en tout cas forcer Amazon à respecter, tout simplement, respecter le droit du travail classique. Et en tout cas, cet amendement est en marche et sera voté notamment cette semaine. Si cette législation est passée et devient une loi, eh bien en tout cas, elle obligerait complètement Amazon à changer sa manière de gérer ses entrepôts là-dessus et offrir évidemment plus de transparence. Donc c'est évidemment une bonne nouveauté pour les personnes qui travaillent chez Amazon là-dessus. Je fais une micro-pause parce que il faut que il faut que je charge les autres titres de cette quotidienne, hein, parce que je le fais petit à petit, parce que sinon c'est le bordel, le PC il meurt. Alors, on va rester justement dans la société. Attendez, hop, hop. On va rester notamment dans la surveillance, puisque c'est toujours un sujet qui est très drôle, hein, bien sûr, hein, la surveillance. On aura le temps de parler un peu de gaming, on va parler de crypto, on va parler de médias, et on va parler beaucoup d'espace, de futur et de vie éternelle. C'est pas mal quand même pour une deuxième partie là-dessus. Alors, boum, je charge tout va bien. Oui, 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 oui. Hop, hop, tu dégages. Voilà. Hop, j'ai tout chargé. J'adore la futurologie. Eh bien écoute, Kalel, tu vas être servi. Salut Greg, j'espère que tu vas bien. Alors, on commence du coup, je vous parlais de vidéosurveillance générale et généralisée avec ce programme Raven aux États-Unis qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Eh bien, vous savez qu'il y a des pays, eux, ils n'ont pas trop attendu pour généraliser la surveillance et ils ne rigolent pas avec ça. Et c'est notamment le cas de Singapour, qui est un pays qui détient notamment une des plus grosses densités au monde de caméras de vidéosurveillance. Hein. Un jour, peut-être qu'ils seront au niveau de Levallois-Perret. Mais en attendant, Singapour vient de présenter ses premiers robots policiers. Et attention, je vous avais parlé du célèbre algorithme qui s'appelait Robert. Je vous présente maintenant, après Robert, Xavier. Voilà. Il s'appelle Xavier.
Alors, vous pouvez faire toutes les blagues sur XDDL, vous pouvez faire toutes les blagues sur Professeur Xavier, c'est la totale, on est parti. Mais Xavier ne se baladera pas encore à Levallois, il va commencer à se balader à Singapour. Il est équipé d'une caméra à 360 degrés, plus une caméra infrarouge pour prendre des photos, notamment en basse lumière. Et il va essayer de détecter, attention, si j'ai retrouvé l'expression, des comportements non désirables, des comportements sociaux non désirables là-dessus. Voilà. Il sera capable donc de détecter les comportements sociaux non désirables suivants. Évidemment, fumer dans une zone interdite. Illegal hawking. C'est quoi le hawking, tiens d'ailleurs je sais plus ce que c'est. Des vélos mal garés. Un rassemblement de plus de 5 personnes qui ne respectent pas du coup les règles de distanciation sociale. Et puis des véhicules motorisés sur des voies piétonnes. Voilà. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que le robot, s'il vous chope, en fait, il arrivera, et de manière automatique, avec un écran, il vous dira et sur son écran, il vous donnera des conseils pour mieux vous comporter. Voilà, ça, c'est un futur qu'on aime. Et puis, s'il voit quelque chose d'un peu plus grave, il pourra évidemment envoyer une alerte à des flics humains pour qu'ils puissent, débarquer. Alors, l'abbé Cool qui nous dit c'est le hawking, c'est interdit d'avoir un aigle à l'épaule. Et plus sérieusement, Madingue nous dit le hawking, c'est du colportage ou du racolage. Et d'accord, merci. En tout cas, ok, du colportage. Et donc, vous allez avoir dans cette partie de Singapour ces robots, ces petits Xavier qui vont aller se balader un peu pour vous flicailler et pour détecter des gens qui se comportent mal. Bon, encore une fois. Comme diraient certains, en France, ce genre de robot aurait une autonomie et une durée de vie d'à peu près 5 minutes. Mais en tout cas, Singapour, vous le savez, pour les gens qui n'ont jamais été à Singapour, sur la discipline dans la rue et la loi, c'est quelque chose genre, tu mets un chewing-gum par terre, tu prends 60 $ d'amende, et le sol des rues à Singapour est plus propre que chez moi, quoi. C'est pas très dur en ce moment, mais bon, plus sérieusement, Singapour, c'est très carré. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir les petits Xavier se balader. Et évidemment, RIP à tous nos amis qui s'appellent Xavier et qui peut-être un jour deviendront les souffres-douleurs du monde parce que tout le monde détestera Xavier, quoi. Tout le monde détestera Xavier et tout le monde adorera Robert, je ne sais pas. Arnos.com dit impossible, là, les chewing-gums sont interdits à Singapour. Je sais qu'il y a une sorte de fixette de Singapour avec les chewing-gums. Je ne sais pas. Ah ouais, j'ai Pif qui confirme le chewing-gum, c'est littéralement interdit dans tout le pays. Des bisous à toi, Mister MV. Hein. Du coup, j'ai hâte. J'ai hâte. Mon pauvre Xavier. Donc voici en tout cas pour Singapour. Et c'était un peu la fin maintenant de tout ce qui était un peu société, surveillance et vie en communauté. Le vivre ensemble, bien sûr. On enchaîne maintenant avec de la crypto, des médias et du futur. Et avant tout ça, juste deux choses assez utiles. Et c'est un peu ma section genre forwarder ça à vos parents avec deux tutos très simples. Le premier, comment réinitialiser votre PC sous Windows 10. Ça, je vais l'envoyer à mon père après cette émission. Un petit guide, un petit tuto de Raphaël Benteo qui vous donne étape par étape de quoi réinitialiser votre PC. Et franchement, c'est très bien fait, c'est très simple et vous devez complètement l'envoyer à vos parents ou à des gens qui vous appellent toujours au téléphone et qui vous expliquent, enfin qui vous demandent de faire des manipulations à la voix sans rien voir. Et vraiment, c'est toujours un enfer, vous le savez très bien. Donc ici, ce guide, vous le mettez de côté et vous l'envoyez azimut à toutes les personnes en galère avec leur PC. S'il vous plaît, voilà, important. Deuxième guide du coup, et ce coup-ci il vient de nos collègues de Cinet, et ce guide c'est pour gérer le contrôle parental et les logiciels et les apps pour gérer le contrôle parental notamment. Et oui, c'est important, ça vient de Marie-Gilles Guillaume Bonvoisin, et justement on en parlait hier du contrôle parental et de la difficulté d'empêcher les enfants et les adolescents d'aller notamment sur les sites à caractère pornographique. Et bien là-dessus, Cinet a bien rebondi sur la question et vous propose un guide avec 10 applications. Et évidemment avec ceci, le contrôle parental ne remplace jamais les parents. Je suis très déçu parce que j'imaginais que le contrôle parental pourrait remplacer les parents s'ils pouvaient
changer les couches des gamins et leur faire l'éducation, ça arrangerait pas mal le monde. Mais bon, en attendant que le contrôle parental, peut-être un jour que le contrôle parental sera mis dans un robot de type Xavier, et là il pourra vraiment remplacer les parents, et bien en attendant, évidemment, on vous rappelle que les parents, ça commence par vous. Hein, voilà. Euh, donc vous avez un guide avec les différentes solutions de gestion parentale. Et je m'arrête sur Google Family Link parce que cet été en vacances, j'étais dans une famille où la maman et son fils se déchiraient là-dessus, puisque le fils passait sa journée sur son téléphone à jouer à Brawl Stars et à regarder TikTok. Et la maman a dit, il faut que je trouve un moyen de gérer ça. Et j'ai installé Family Link sur le téléphone de l'enfant et sur le téléphone du parent. Et je peux vous dire que le regard de somme de l'enfant, c'était quelque chose. Je m'en relève encore la nuit des fois. Voilà, c'était vraiment dur. Le regard qu'il m'a jeté, c'était vraiment. Je dis, désolé, je fais ça parce que ta maman m'a demandé de le faire. Mais et du coup, ce qui est très drôle, c'est que un adolescent étant un adolescent, il a dit bah, je m'en fous. De toute façon, je m'en fous. Et la maman a dit mais écoute, arrête, on va faire ça ensemble. C'est important que tu consommes moins l'écran, mais si tu veux, moi je vais être très cool avec toi. Tu me dis le nombre d'heures que tu veux utiliser ton téléphone par jour pendant les vacances, et franchement, je te le donne. Et après, on verra. Je dis je m'en fous, mais ce que tu veux. Elle dit je te donne la chance de choisir le nombre d'heures que tu peux faire, fais-le. Je m'en fous de toute façon. Et elle a mis 15 minutes par jour. Voilà. Ne jouez pas au plus con avec les gens qui ont le pouvoir. Vous allez souvent perdre. C'était mon conseil de vie. En attendant, et des bisous à toi, Lou, si tu regardes cette émission, vraiment, je me rattraperai. Quand tu viendras sur Paris, je me rattraperai, je t'emmènerai dans tous les meilleurs lieux, je te régalerai. Mais je te jure, un jour, quand tes parents te donnent l'occasion de choisir ton temps d'écran, ravale ta fierté et vraiment choisis ton temps d'écran. Voilà, c'est tout. En attendant, voilà, vous avez mis de côté ce petit tuto pour gérer le temps d'écran de vos enfants ou ce que vos enfants peuvent voir notamment. On va passer maintenant à rien à voir à la crypto avec les habitants du Salvador, les Salvadoriens, qui, je vous le rappelle, aujourd'hui, c'est une journée historique et peut-être une journée hystérique, puisque le Bitcoin est désormais officiellement la seconde monnaie officielle au Salvador. Ça avait été annoncé, je vous rappelle, il y a 6 mois, lors de la, je ne sais plus comment ça s'appelait, la Bitcoin conférence, un truc dans le genre. Le président du Salvador avait annoncé que le Salvador serait le premier pays au monde et serait une terre de Bitcoin, pour notamment échapper aussi à la domination et à tous les effets de bord du dollar, dont beaucoup de pays effectivement souffrent. Je vous rappelle que le Salvador a mis en place une énorme cagnotte pour offrir 30 dollars en Bitcoin à sa population, pour ouvrir ses premiers portefeuilles, puis commencer à échanger de l'argent. Je vous rappelle aussi que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont énormément utilisées dans certains pays qui, justement, veulent échapper au système monétaire actuel qui n'est pas du tout en leur faveur. En tout cas, apparemment, 70% de la population serait contre l'utilisation du Bitcoin, et 90% ne seraient même pas au courant de vraiment ce qu'est le Bitcoin. Un grand moment. Alors, je vous rappelle que le Bitcoin, ce matin, j'avais regardé, il était à 52 000 dollars. Donc, il est en train d'atteindre des sommes pas possibles après les sommets du mois d'avril. Mais voilà. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de crypto bros qui vont acheter du Bitcoin pour un peu célébrer le fait que le Bitcoin est désormais, eh bien, adopté. Alors, une étude de la Central American University affirme que la grande majorité de la population souhaiterait empêcher la loi d'entrer en application. Une grande partie craint par ailleurs de voir le Bitcoin profiter avant tout aux investisseurs étrangers et membres du gouvernement. Je vous rappelle aussi que le Salvador va être une terre d'accueil pour les millionnaires en crypto, puisque vous ne seriez pas taxé si vous sortez vos cryptos depuis le Salvador. Voilà, un peu comme Malte et autres terres d'accueil pour influenceurs et influenceuses. Moins d'un tiers seulement souhaiterait ainsi pouvoir utiliser la première crypto-monnaie mondiale pour effectuer des paiements, recevoir et envoyer des fonds. Le projet de loi visant à faire du Bitcoin une monnaie légale dans le pays, soumis par le président Nayib Bukele, a été approuvé, donc c'était le 9 juin 2021, et ça a été approuvé, voilà. Et l'étude dit quand même que 9 personnes sur 10 n'auraient qu'une notion imprécise du Bitcoin, ou ne sauraient simplement pas de quoi il s'agit. Donc on verra en tout cas si ça avance. Je vous rappelle, il y a plein de pays, c'est intéressant, intéressez-vous notamment en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui utilisent des crypto-monnaies et pas que du Bitcoin, et que pour l'instant en tout cas ça marche pas mal, même si je vous rappelle que plus ça avance et plus la notion de crypto-monnaie est en train de rentrer dans les mœurs et plus elle est utilisée, et plus bien
il va peut-être falloir parler de régulation, ce qui est littéralement l'inverse de l'ADN des crypto-monnaies. Mais quand on voit le nombre d'abus aujourd'hui, de dérapages et d'arnaques, il y a bien un moment, il va falloir trouver un entre-deux. Et je vous rappelle que le chantier de fond, la grande bataille de fond, c'est évidemment les monnaies souveraines, les crypto-monnaies souveraines. Et je vous rappelle que notre chère Christine Lagarde du Fonds monétaire international a encore hier taclé les crypto-monnaies, le bitcoin et les stablecoins en expliquant que ce ne sont pas des monnaies mais des assets financiers. Ce qui pour elle n'est pas la même chose. Effectivement, là-dessus, elle a un point, mais on sait aussi qu'elle essaie de jouer le jeu de la montre, puisqu'on attend que le e-euro, le e-dollar et le e-yuan et le e-yen, qui sont tous en projet, hein, arrivent à terme. Encore une fois, moi personnellement, je vous dis, je crois très fort à la technologie de la crypto et à la technologie de la blockchain ensemble, pour plein de choses. Peut-être que ce ne seront pas les monnaies actuelles, puisque c'est peut-être aussi le Far West, mais la technologie qui est derrière offre beaucoup d'avantages, beaucoup de sécurité et beaucoup de confiance du coup. Donc c'est très très bien. Peut-être qu'on est en train de vivre la préhistoire, où littéralement, effectivement, là, ce sont des cow-boys qui arrivent avec des projets plus ou moins fumeux, plus ou moins fiables, plus ou moins stables, et qu'on est vraiment au début, enfin, on est sûrement au début d'une révolution, mais par contre, la notion de crypto-monnaie, qu'elle soit émise par un gouvernement ou émise par une personne dans son coin, il va se passer des choses. Encore une fois, ne vous arrêtez pas juste à la notion de spéculation, qui est le truc dont tout le monde parle et que tout le monde fait d'abord aujourd'hui, mais la notion d'usage réel qui va arriver. Et ce sera intéressant de voir lorsque des crypto-monnaies souveraines de gouvernement vont arriver, comment elles vont être adoptées et quels avantages et quels inconvénients elles vont avoir. Encore une fois, je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, le système monétaire actuel n'est vraiment pas sain. Il n'est pas bon pour plein de raisons en tout cas. Bref, voici en tout cas, on ira voir le Salvador là-dessus. On va enchaîner maintenant avec un petit peu de gaming et de médias pour attaquer la dernière phase. Il est midi 27. Allez, on y va. Je vous montre deux volants aujourd'hui avec deux prix un petit peu différents. Voilà. Le premier est un volant haut de gamme, enfin haut de gamme mais pas super haut de gamme mais quand même haut de gamme. C'est le Thrustmasters T248, c'est un volant à courroie, évidemment retour de force, qui vient se placer à seulement 350 €. Donc évidemment pour la plupart des personnes c'est un tarif gigantesque, mais pour les fans et les fous du volant virtuel qui s'équipent notamment en Fanatec, je fais des bisous à Victor du podcast Commute, et qui vont payer 700-800 € pour le volant sans même la base et sans même le moteur, sans même le pédalier. Bien évidemment, à 350 €, on est sur un tarif plus raisonnable, même si encore une fois, ça reste du très haut de gamme. Pour les gens qui connaissent, Thrustmasters a une bonne réputation, notamment dans les joysticks et les OTAS. Bref, on a un volant qui ressemble aussi à un volant de voiture normale et moins un volant de Formule 1, donc avec une silhouette ronde. Voilà. Et on a notamment des technologies à courroie, des technologies magnétiques pour gérer évidemment l'effet de retour de force. Donc, voilà. Mais je trouve franchement qu'un volant à 350 €, c'est un peu pour la plèbe. Donc c'est un peu pour la fameuse plèbe, donc les gens riches. Mais juste les gens riches. Moi, je préfère des gens qui s'achètent des volants pour jouer à des jeux vidéo, mais quelque chose d'un peu plus raffiné. Vous voyez, le genre de volant que vous mettriez dans votre camping-car Volkner Performance S, par exemple. Un volant qui serait designé par Pininfarina, par exemple, en édition limitée, qui coûterait peut-être un peu plus de 100 000 €. Mais l'écran est offert. Regardez-moi cette beauté en vente chez Sotheby's. Ce petit cockpit de jeux vidéo, beaucoup trop choupi. Alors évidemment, il prend une place de ouf, mais vous en foutez, puisque je vous rappelle que ce sera quelque chose que vous mettrez dans dans la troisième chambre de votre dépendance, au fond de votre domaine privé. Donc vous en foutez de la place. Regardez-moi la beauté de ce petit volant, le Pininfarina Legenda e-Classic Simulator. Alors, il faudrait dire aussi à Pininfarina qu'aujourd'hui, quand on a des moyens, qu'on veut le maximum de sensations et le maximum d'immersion, on ne met plus un écran ultra wide devant soi, on met carrément des lunettes de réalité virtuelle. Mais bon, franchement, j'ai hâte de voir, sachant que ça commence à 120 à 150 000 francs suisses. On est sur du 110 000 € quoi, globalement. J'ai envie de dire, franchement, regardez-moi la beauté de ce truc-là. L'édition est très très limitée et après, j'aimerais vraiment que quelqu'un qui a vraiment de l'argent, le bout du je m'en foutis de l'argent, c'est d'acheter ça et de ne pas respecter ça. C'est-à-dire tu achètes ça et puis tu joues à Mario Kart dessus en fait. Et là, ce serait vraiment la classe. Voyez.
Là, ce serait la rebelle attitude au maximum. En tout cas, écoutez, si vous êtes intéressé, allez chez Sotheby's, hein, qui vend Sotheby's, c'est un peu AliExpress, un peu plus cher, on va dire, qui vend donc ce cockpit de volant et pour jouer à des jeux vidéo, le Pininfarina Legenda e-Classic Simulator. Franchement, pas mal, pas mal. Allez, on passe et on termine maintenant sur le futur. Il nous reste un petit quart d'heure avec bien de l'espace. Et on va commencer par une explosion, tout simplement. Triste nouvelle pour la navette Alpha de Firefly qui a décollé il y a quelques jours. Elle a décollé. Et puis à un moment, elle est partie un peu de traviole. Et puis à un moment, elle a explosé, littéralement, sur ordre de la United States Space Force, tout simplement. Donc on a un rapport qui explique que oui, écoutez, on a dû exploser cette fusée en vol. Pourquoi un indice s'affiche sur votre écran? Parce qu'elle est partie un peu comme sur cette trajectoire-là, ici, là, hop, là-dessus. Et les images ont été assez spectaculaires. Mais en gros, Firefly a effectué une enquête pour comprendre pourquoi sa fusée est partie en vrille à un moment. Et bien en fait, un des moteurs est tombé en panne durant la phase de décollage. Il y avait un système de correction pour stabiliser et maintenir le cap, mais à un moment, ce système de correction n'a pas pu maintenir le cap et la fusée a commencé à partir un petit peu de traviole. Et avant qu'elle devienne elle passe de fusée à missile avec une destination complètement random, et bien la Space Force a obligé en tout cas à déclencher le système d'autodestruction et du coup la fusée Alpha s'est abîmée en vol. On va la voir. Attendez, est-ce que ça commence à se barrer en vrille. Vous voyez déjà qu'il y a un moteur qui marche pas à droite. Vous voyez un petit truc là, c'est pas top, c'est pas top, c'est pas top. C'est un peu comme le petit voyant rouge chez Virgin Galactic là. Donc là, de là, on voit pas bien. Attendez. Voilà. On va voir ici. Hop. Là, on voit pas bien le truc, mais en fait, elle n'est plus sur sa trajectoire. Elle est en train de partir de côté. C'est pas très stable. Et là, hop là, ça se bat en vrille là. Explosion. On dirait un balai de Quidditch de Harry Potter. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Kerbal Space Program IRL nous dit full contact complètement. Mon quotidien sur Kerbal dit Spina. Ce que j'adore, c'est que les mecs ils font quand même leur pub sur l'explosion et ils mettent leur logo dessus en disant yeah, fuck yeah, alors que c'est quand même un échec de ouf. Et que moi je serais client pour envoyer mon satellite dans les airs, je repasse plus jamais par Firefly. Regardez-moi le logo à la fin. Yeah, Fireflies Aerospace. Ce qui est très très drôle, c'est quand même la pire pub de l'histoire hein, quand même, qui vient de se faire le Firefly, c'est que les mecs, ils ont cru que c'était un film de Michael Bay leur truc. Non les gars, vous vendez pas Cool Guy Don't Look Explosion, vous vendez des fusées et vous vendez très cher le siège passager pour envoyer des satellites. Cette fusée comportait des satellites qu'elle devait envoyer en orbite. Donc là, ils ont quand même perdu beaucoup d'argent. Mais bon, Firefly, dans une plus pure tradition du bullshitox américain, a expliqué que cette expérience était évidemment une expérience positive, puisqu'ils n'avaient été jamais aussi loin dans leur essai de lancement, et que pour eux, ils voient ça comme une victoire. Bon, mais évidemment, c'est communication de crise 101, hein, bien sûr. Mais vous voyez, une très belle explosion quand même, j'ai envie de dire, on va dire une explosion d'une bien belle facture. Et donc Firefly a communiqué sur Twitter pour expliquer en fait ce qui leur est arrivé et bien sûr ils ne s'arrêteront pas. À leur décharge, toutes les entreprises qui font des lancements de fusées, qu'elles soient avec des humains dedans ou rien dedans, des satellites dedans, ont eu des crashs, que ce soit évidemment SpaceX, mais aussi tout le programme européen, tout le programme américain et les concurrents bien sûr. Justement en parlant d'accidents de l'espace, on va revenir sur Virgin Galactic et je vous rappelle que Virgin Galactic a frôlé un accident. Ce coup-ci, c'était beaucoup plus grave puisqu'il y avait des passagers à bord. La semaine dernière, on a appris que la FAA, donc l'autorité un peu d'aéronautique américaine, enquêtait sur le vol inaugural du VSS de Virgin Galactic qui avait notamment Richard Branson à son bord. Et on apprend que justement, pour pousser
la navette le plus haut possible, enfin l'avion le plus haut possible, et passer cette fameuse barre des 80 km, eh bien, les pilotes ont dû sortir de leur trajectoire et notamment attaquer une redescente qui était à ça de les faire exploser en plein vol, puisqu'ils étaient au-delà du cône acceptable d'angle de descente sur leur courbe parabolique. C'est quelque chose qui est avéré, qui a été reconnu, et depuis, eh bien, pendant les enquêtes de la FAA, eh bien, Virgin Galactic n'aura plus le droit d'envoyer pas ses vaisseaux, mais ses avions lancés par un autre avion dans le pré-espace, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de cette enquête. Et c'est un énorme coup dur pour Virgin Galactic. En même temps, c'est bien mérité parce qu'ils ont fait vraiment les cons là-dessus, on va pas se mentir non plus. Mais entre le côté, on va faire un énorme coup de pub, et là, on montre qu'en fait, on a pris tous les risques et des risques complètement insensés pour une campagne marketing et en gros pour arriver avant Jeff Bezos dans cette fameuse conquête de l'espace, eh bien c'est assez grave. Et donc, je vous en ai parlé la semaine dernière, on a une très bonne synthèse, encore une fois, ici sur les NUM par l'ami Mathieu Chartier. On verra en tout cas si Virgin Galactic va accuser le coup, mais je vous rappelle qu'ils continuent à vendre des places à 450 000 $ pièce, sachant que du coup leur premier vol est en fait un aveu d'échec et que c'est presque un miracle que tout le monde soit redescendu sur Terre. Est-ce que c'est le pilote ou le copilote qui va sauter? Eh bien, Maître Gibu, ce sera le coup de l'enquête, mais effectivement, je vous rappelle que ce sont des vols qui sont pilotés par des humains, mais qu'apparemment il y aura une énorme pression sur les deux pilotes pour passer cette barre des 80 km qui n'allait pas passer apparemment. On reste dans l'espace, et cette fameuse conquête de l'espace entre nos amis les milliardaires. On retourne chez nos amis de chez CNET et on va voir encore une fois dans la course à la taille, et qui est la plus grosse, la taille de la fenêtre pour voir la Terre ce coup-ci, puisque je vous rappelle qu'on est dans le tourisme spatial. Et SpaceX rentre dans la danse avec le Mission Inspiration 4 et il montre un petit peu eh bien, la vision qu'on pourra avoir depuis la capsule Dragon. Et regardez-moi ça, cette vue d'artiste incroyable. Vous pourrez regarder la Terre avec une vue à 360 degrés. Je vous rappelle que vraiment, quand je parle de conquête de l'espace, je rigole pas, c'est vraiment un concours de taille depuis le début. Et on avait vu notamment Jeff Bezos se moquer de la taille des hublots de Richard Branson en disant « Oh, Richard Branson, il a des tout petits hublots. » Alors que moi, j'ai des très gros hublots qui font au moins 2 fois la taille des hublots de Richard. Tiens, prends ça. Eh bien, Elon est arrivé en disant, eh bien, moi, mon hublot, il est à 360. Et en tout cas, dans ce concours de la taille, si vous voulez voir la Terre, ce sera peut-être chez SpaceX qu'il faudra aller, puisque vous pourrez mieux voir. Regardez-moi, ces humains heureux. Regardez, je suis riche. Je suis riche. Je suis vraiment très riche. Je pensais être riche, mais en fait, on va pas se mentir, je suis dans un truc de simulation et je suis pauvre. Et j'étais payé en fait quelques centaines de dollars pour faire le mannequin. Voilà. Donc, concours de taille, et Elon Musk, pour l'instant, c'est lui qui a la plus grosse. Voilà pour toi. Mais ne vous inquiétez pas, Jeff Bezos n'en a pas terminé dans ce concours, puisque Jeff Bezos est parti encore sur d'autres délires. Mais je termine sur le concours de taille. Parce qu'encore une fois, je sais pas pourquoi, c'est très important pour les gens, et peut-être pour des hommes, d'être les plus gros et les plus grands. Ce coup-ci, on va parler de la Chine, et la Chine qui commence à penser à des projets de vaisseaux de plusieurs kilomètres de dimension, littéralement, parce que pour eux, l'ISS, c'est un studio d'étudiants dans une résidence étudiante, c'est trop petit. Et donc, la Chine voudrait envoyer des centaines de lanceurs pour envoyer du matériel bien coûté dans l'espace et construire des stations satellites et des stations solaires qui se chiffreraient à plusieurs kilomètres de large. Le but du jeu étant d'envoyer, d'après cette étude poussée auprès de l'agence spatiale chinoise, des vaisseaux de plusieurs donc, du coup, kilomètres de large et qui seraient fabriqués littéralement dans l'espace. Donc on enverrait, je crois, 10 tonnes ou 100 tonnes. Attendez, je me rappelle un peu parce que j'ai lu beaucoup de choses ce matin. C'est 10 tonnes ou c'est 100 tonnes? Je vais le retrouver. Bon, je l'ai plus quelque part.
Voilà, 10 000 tonnes, pardon, 10 000 tonnes. Je suis en train de dire 10 tonnes ou 100 tonnes. 10 000 tonnes de matériaux, hein, qui demanderaient l'équivalent de 100 lancements de lanceurs lourds dans l'espace, et ensuite assembler ces 10 000 tonnes dans l'espace pour faire des stations et des vaisseaux qui se compteraient en kilomètres, parce que je vous rappelle que c'est pratique, il n'y a pas trop de problème de place dans l'espace si vous n'êtes pas en basse altitude et que vous allez vous prendre un satellite dans la tronche, mais notamment pour faire des stations solaires. Un des objectifs serait donc de faire une sorte d'ombrelle solaire, de capteur solaire gigantesque pour capter beaucoup d'énergie solaire et de renvoyer par des micro-ondes l'énergie sur Terre. Alors moi je m'y connais pas assez bien. Tout ce que j'ai vu c'est méga vaisseau spatial de plusieurs kilomètres de dimension. Et donc voilà, et j'imagine aussi petite guerre entre les pays pour commencer à occuper le terrain, parce que là on va vraiment commencer à vraiment bien les voir ces vaisseaux dans l'espace, s'ils font plusieurs kilomètres de long ou de large. En tout cas, bref, c'est pas du tout un truc qui est officiellement lancé par la Chine, mais lorsqu'on sait que la Chine est la nation la plus ambitieuse en ce moment et agressive, hein, puisque la Chine veut se lancer aussi dans la course vers Mars et retourner sur la Lune, eh bien, ce genre de projet serait complètement possible d'envoyer un petit 100 000 tonnes de composants et de jouer au Lego en apesanteur. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu des astronautes en apesanteur changer un boulon. C'est une sortie de 4 heures en général, hein. Donc je me demande ce que ça va être pour assembler une station de quelques kilomètres de long. Il va falloir du robot là-dessus. Bref, c'est la Chine qui a la plus grosse du jour. Félicitations à vous les gens. En attendant qu'on construise des vaisseaux très très longs, très très grands et très virils, on va aussi parler de Mars. Et d'ailleurs la Chine est dans la course à Mars. Il est 12h41, il me reste 2 news la régie. Incroyable, on tient le timing. Une news assez intéressante qui a été postée ici, une étude assez intéressante qui a été postée. Quelle est la durée de vie d'un humain sur Mars? Ou dans l'espace pour aller sur Mars? Eh bien, la durée de vie serait d'à peu près 4 ans. C'est pas énorme comme espérance de vie. Et pourquoi? Eh bien, en fait, on revient complètement dans ces recherches qu'il y a actuellement sur les radiations. Merci Mob 00 pour ton abonnement de niveau 1. Merci en tout cas, ça fait très plaisir. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps, on avait une étude pour expliquer quel est le meilleur moment pour partir vers Mars. Et ce serait 2035 ou 2050. Pourquoi? Eh bien parce que si on part sur Mars à ce moment-là, on sera dans une activité qu'on appelle le maximum solaire. Maximum solaire, et qui sera en fait une sorte d'énergie déployée par le Soleil, qui en fait servirait de bouclier anti-ondes et anti-radiation. Ces ondes et ces radiations qui peuvent arriver notamment d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies sur notre planète. Donc sur Terre, on a ce qu'on appelle la magnétosphère. Quelque part l'atmosphère, la stratosphère et la magnétosphère, et qui nous protège grandement des ondes. Ce qui fait que, notamment que la planète est un endroit plutôt agréable à vivre pour un humain, tant que ça continue. Il n'y a pas de magnétosphère, notamment sur Mars, où cette magnétosphère elle est beaucoup plus fine en tout cas. Et donc, partir sur Mars, c'est s'exposer à des radiations qui seraient la cause numéro 1 de mortalité des humains sur Mars. Et donc déjà, il faudrait partir avec un bouclier solaire sur la planète Mars. Et une fois que vous arrivez sur la planète Mars, eh bien là, vous allez vous bouffer, quoi qu'il arrive, des radiations et venant d'autres corps célestes et d'autres systèmes solaires qui vont vous tuer, tout simplement. Donc le calcul en fait de cette étude, c'est de dire s'il faut 9 mois pour partir sur Mars et à peu près 9 mois pour revenir, globalement, les humains qui partiraient sur Mars, s'ils ne veulent pas crever, il faudrait qu'il reste 2 ans maximum sur Mars, et pas plus, parce qu'après, franchement, c'est comme aller s'installer à Tchernobyl. Je pense que la durée de vie n'est pas tip-top. Alors évidemment, il y a beaucoup de projets pour qu'on s'installe définitivement sur Mars, et qui auront évidemment des installations en dur qui permettront de résister à des radiations, etc. Mais en attendant, les premières personnes qui vont débarquer sur Mars, juste pour dire c'est un petit pas pour l'homme, c'est un grand pas pour l'humanité, etc., etc., ces personnes, il ne faudra pas qu'elles traînent trop, parce qu'elles se feront littéralement buter par les radiations. Voilà. Donc 4 ans d'espérance de vie. Je fais un bisou à Florence Porcel qui a toujours rêvé de partir sur Mars. Florence, bonne chance à toi pour un jour partir sur Mars, mais j'espère que tu reviendras parce que ça va être compliqué. On termine cette quotidienne avec la dernière news qui synthétise un peu toutes les news futuristes dont on parle aujourd'hui. On vous a parlé de mortalité rapide, on vous a parlé de concours de quéquettes. Eh bien, c'est parti pour le concours de quéquettes à celui qui aura la vie la plus longue et la plus puissante. Et évidemment, Jeff Bezos
et dans le coût, puisque Jeff Bezos est en train de financer une entreprise dont le but est simplement, bon, on va pas se mentir, l'immortalité. Voilà. Altos Lab. Altos Lab, c'est une sorte d'Avengers des scientifiques, puisque ce sont des spécialistes des cellules. Il y a 2 prix Nobel qui sont dedans. On parle d'une entreprise qui a des fonds quasi illimités. On parle de salaire débutant à 1 million de dollars par an pour les scientifiques qui vont travailler chez eux. Et le but, c'est de travailler sur les cellules et notamment le vieillissement des cellules et notamment les différents états des cellules. On sait aujourd'hui que différents animaux et différentes créatures peuvent changer l'état de leurs cellules et donc littéralement annuler leur vieillissement et parfois rajeunir, revenir à des états antérieurs. C'est le cas, si je ne m'abuse, de certaines méduses. Eh bien, il y a beaucoup d'entreprises et de start-up qui sont en train d'étudier ces choses-là. On sait aussi, je vous rappelle qu'il y a Calico, qui est la start-up d'Alphabet, donc de Google, et qui est arrosée de milliards de dollars depuis maintenant des années pour chercher certains secrets pour vaincre des problèmes majeurs de l'humanité comme les maladies, bon, en gros qui cherchent aussi les secrets de l'immortalité. Et bien là-dessus, nous avons cette entreprise Altos Labs qui rassemble un all-star de scientifiques avec des moyens illimités et Jeff Bezos serait derrière pour notamment arriver à rajeunir ou comment dire, refaire un stock de cellules fraîches et de cellules neutres et de combattre le vieillissement, voire en fait littéralement d'annuler notre programmation pour le vieillissement. Je vous rappelle encore une fois, et c'est ma question philosophique du jour pour le bac de philosophie, vous avez 2 heures, qu'est-ce que l'immortalité? Est-ce que l'immortalité c'est de ne pas vieillir? Est-ce que l'immortalité c'est de pouvoir se cloner ou se renouveler constamment, ce qui est différent? Encore une fois, est-ce que vous êtes encore vous-même si toutes les pièces de votre corps ont été changées, hein? Je vous rappelle qu'il y a une petite fable grecque à ce propos-là. Est-ce que l'immortalité, c'est d'être indestructible? Parce qu'encore une fois, êtes-vous immortel si en fait vous faites éclater par une voiture et que vous mourrez? Vous ne mourrez pas de vieillesse, mais vous mourrez quand même. Donc est-ce qu'être immortel, c'est être indestructible? Est-ce qu'être immortel, c'est échapper à une certaine notion de l'espace-temps? Je vous laisse 2 heures. En attendant, l'immortalité la plus pratique, d'un côté, elle vient peut-être d'Elon Musk avec Neuralink, c'est peut-être de numériser notre cerveau et notre conscience et d'échapper à cette enveloppe corporelle de chair et de sang, de pauvres, j'ai envie de dire encore une fois, qui se dégrade avec le temps. Scandale, appelez-moi le manager. Ou alors l'immortalité, c'est peut-être la piste empruntée par Calico et par Altos Labs, donc par les fondateurs de Google et par l'ex-fondateur par le fondateur d'Amazon, et de travailler sur les cellules, et notamment les différentes natures de cellules, les différents états de cellules, et la manière dont ça change. Bref, allez lire cette annonce du MIT Technology Review sur Altos Lab, un portrait assez intéressant et un portrait assez flippant évidemment sur cette course à l'immortalité auquel ça donne, écoutez, beaucoup de personnes qui ont tout dans la vie et le seul truc qu'ils sont en train de perdre, parce qu'ils ne font que gagner de l'argent et gagner du pouvoir, le seul truc qu'ils perdent, c'est évidemment de l'espérance de vie. Donc quand tu as tout, tu vas évidemment te focaliser sur ce qu'il te manque. Donc Jeff Bezos sera-t-il immortel, un être immortel dans l'espace, une sorte de Dr Manhattan du retail? Je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas. Sera-t-il assez vieux pour voir les progrès technologiques d'Altos Labs arriver écoutez, à un niveau où il pourra les utiliser lui-même? À voir en tout cas. Je vous laisse sur ces réflexions. En attendant, je vous laisse aller chercher du coup Altos Labs, donc, qui est cette start-up très prometteuse. Encore une fois, c'est passionnant. Est-ce que ça veut dire que c'est enthousiasmant? Je ne sais pas. Rocky Racer dans le chat qui me dit il faut demander à Michel Drucker, il a la solution. Évidemment, Michel, des bisous à toi et vraiment désolé parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, Michel Drucker, il passe son temps à enterrer les copains, donc c'est vraiment tristoun. Mais des bisous à toi, Michel. Peut-être que Michel est une méduse, je ne sais pas. À voir. Je lui demanderai, je lui enverrai un DM. Je vous rappelle aussi que plus tard dans la journée, vous aurez la version condensée de cette quotidienne qui sera sur YouTube. Allez la voir, mettez-nous des pouces bleus, des commentaires. Soutenez-nous dans cet effort de guerre absolument incroyable. On vous poste le replay et la condensée tous les jours. En attendant, je vous laisse avec d'autres streamers et d'autres streameuses. Je pense qu'il y a des beaux programmes en ce moment sur Twitch. On se retrouve nous dès demain, en tout cas à 11 h pour un nouveau live avec encore une fois un grand plaisir de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure et à demain.